Pour démarrer chaque interview, je partage cette nouvelle croyance que j'ai, qui est que, enfin, cette croyance, elle guide ma communication en fait, de manière générale. Si tu veux impressionner, montre tes réussites, et si tu veux inspirer, montre tes échecs. Et Excellent. aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Karim. Alors, Karim, on s'est connus via LinkedIn. On a parce qu'on a quelques points en commun. On est tous les deux freelance dans l'IT, et on a tous les deux l'envie d'accompagner des freelances dans l'IT. Des freelances qui veulent s'améliorer, qui ne veulent pas se contenter de la moyenne. Et en plus, même par rapport au secteur, ce sont des freelances qui travaillent dans des grandes structures. Et on a d'autres intérêts communs aussi, on en reparlera peut-être plus tard. Du coup, bah, salut Karim. Et surtout, bah, je te laisse te présenter, Karim, peux-tu juste qui tu es? Salut Xavier, ben, écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir invité là pour ce podcast, voilà, pour discuter un petit peu tous les deux de différents sujets. Alors, je m'appelle Karim Bellamri, j'ai 37 ans, donc je suis ingénieur, je viens du monde du système embarqué. J'ai bientôt 13 ans d'expérience maintenant, et puis je viens de la région lyonnaise. Euh, et puis voilà, j'ai été freelance moi pendant plusieurs années. Et pour le coup, là, j'ai lancé depuis pas très longtemps, justement, ça fait 6 mois maintenant, des accompagnements pour les ingés salariés qui veulent devenir freelance et aussi un accompagnement pour les ingés qui sont déjà freelance pour les aider dans les aspects création de réseau, génération d'opportunités du marché caché, tout ça. J'imagine qu'on va peut-être un peu plus parler de ça aujourd'hui. J'ai aussi d'autres activités en parallèle, en particulier de l'investissement immobilier qui au final se rapproche, dont la mentalité se rapproche pas mal du freelancing, aussi bizarre que ça puisse Ouais, paraître. Ouais. yes. Bah oui, merci beaucoup pour cette présentation. Ouais, moi, ce que j'avais en tête, c'était de parler un peu de toi, de ton parcours Mhm. de freelance et justement et de tes projets à côté. Et ensuite, la transition vers dans tes projets à côté, ce projet particulièrement pour de l'accompagnement, où D'accord. bah, moi, j'aurai quelques questions et tes réponses Ouais, intéresseront fortement les personnes qui pourront écouter parce qu'ils sont dans nos situations, quoi. ouais, super, avec plaisir. Avec plaisir. C'est assez long. C'est assez long, il y a plein de péripéties. C'est pas du tout lisse comme ce qu'on peut lire sur LinkedIn avec une super histoire, où tout se passe bien et tout. Pas mal de péripéties, mais c'est ça qui fait qu'un parcours est intéressant. Et Ouais. c'est là où tu apprends plus de choses, quoi. C'est là où tu te plantes, hein, de toute façon. Ça, Et c'est c'est quand même. ouais. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'avait marqué dans tes posts assez rapidement, c'est ton côté connaissance de la psychologie, du coup, des peurs, des échecs. On voit que tu connais le sujet. Et ça, tout de suite, moi, ça a vraiment attiré mon attention. Tu parles pas en surface, tu parles en profondeur de comment ça se passe. Oui, parce que, tu vois, par exemple, qu'on parle du freelancing, qu'on parle de l'investissement, de l'immobilier ou quoi que ce soit, moi, ce qui m'embête, et je pense que beaucoup de gens le voient, c'est qu'il y a beaucoup j'en parle souvent dans mes posts LinkedIn, des vendeurs de rêves. Donc, des gens qui présentent des parcours très lisses, sans beaucoup de péripéties, et qui vendent des promesses marketing, si tu veux, mais qui sont pas réalisables, quoi. Ou alors réalisables par peut-être une petite minorité de personnes. Donc, si tu veux, moi, je suis plutôt pro présenter un parcours qui va être semé d'embûches, parce que le mode nominal, en fait, dans n'importe quelle activité qu'on entreprend, le mode nominal, c'est pas tout se passe bien, quoi. Il y a des problèmes dans tous les sens, quoi. Donc, tu commences à faire un truc, tu as des problèmes, tu continues, ça marche un peu mieux, tu continues, il y a encore plus de problèmes qu'avant. Le mode nominal, c'est ça, quoi. Donc, il vaut mieux se mettre dedans depuis le début. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer. C'est pas une excuse pour ne pas commencer, mais il faut comprendre que le mode nominal, c'est ça, quoi. Et plus rapidement on sera à l'aise avec ça, et plus facile sera la route derrière, parce que tu l'as peut-être déjà vu toi aussi, soit dans le freelancing ou dans l'entrepreneuriat de façon générale, il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le côté de la route, qui sont désillusionnés, qui sont aigris, et qui ensuite se retournent contre les gens qui ont pu réussir dans cette voie. Euh, et en France, tu le vois beaucoup d'ailleurs, malheureusement. C'est un pays que j'adore, la France. J'ai vécu à l'étranger. Je suis revenu en France parce que j'adorais la France, justement. C'est un pays où on vit super bien. Donc, les gens qui veulent, si tu veux, un peu s'expatrier sur un coup de tête en pensant que ça sera mieux ailleurs, très souvent, on revient en France parce que même s'il y a des petites choses qui peuvent nous embêter, le cadre de vie est quand même super bon. Bon, il y a toujours des gens qui voudront pas parler de sujets X ou Y, mais de façon générale, on a une qualité de vie que tu retrouves dans très peu de pays à travers le monde. Ouais. Donc, oui, la psychologie est très importante.
Et on avait discuté justement la dernière fois des aspects dev perso, Ouais. justement, que moi j'avais découvert donc c'était en 2007, Ouais. quand j'étais en Australie, puisque dans mon école d'ingénieur, d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette école d'ingénieur, on avait la possibilité de faire une année de césure entre la deuxième et la troisième année pour aller faire un stage à l'étranger. Moi, il se Ok. trouve que je l'ai fait au final en Australie. Et c'est là où j'ai découvert des gens qui étaient dans le dev perso, voilà, qui étaient très peu répandus en France. On avait peut-être plutôt une version, on va dire, française du dev perso, sachant que 2000, ouais. en 2007, ouais. 2007, ouais, c'était très peu. Et d'ailleurs, tout ce qui était réseaux sociaux et tout, c'était pas encore suffisamment développé pour catapulter toutes les théories, etc., du dev perso à grande échelle en France. Et voilà, j'ai pu assister à un séminaire de Tony Robbins, par exemple, etc., sur le dev perso. Donc, Donc, tu découvres le dev perso via ton séminaire de Tony Robbins ou tu avais déjà quelques principes? non, parce qu'il y avait ces personnes, justement, qui sont devenues des amis, bon, que j'ai pas revues depuis le temps, parce que je suis resté un an, au final, et je suis revenu en 2008. Mais c'est des gens avec qui j'avais noué des liens qui étaient très forts, parce qu'au final, moi, je voulais partir en année de césure, mais tout seul, quoi. À l'aventure, je voulais pas être entouré de Français, parce que je me suis dit que pour apprendre l'anglais, c'est pas le mieux, tu vois. Donc, Ouais. j'étais vraiment en immersion, et donc forcément, tu noues des liens qui sont plus forts. Et, euh, au final, j'ai rencontré des gens qui étaient à fond dedans, quoi. À fond dans le dev perso. Après, moi, j'ai une définition un peu particulière du développement personnel parce que c'est quelque chose qui est Ça très large. m'intéresse, tout à fait. Et elle m'intéresse, ta définition. Mais en fait, si tu veux, moi, le dev perso, la branche que je trouve la plus intéressante, c'est la branche qui concerne la modélisation d'excellence parce que c'est ce qu'ont essayé de faire très rapidement les inventeurs un peu des grosses théories de dev perso. Là. Il y avait deux Américains, j'en vois plus leur nom. Et ils ont essayé de modéliser l'excellence. Ils ont pris des gens qui avaient très bien réussi et ils ont essayé de voir un peu quels sont les comportements, les caractères qui revenaient le plus souvent, pour ensuite présenter ça, tu vois, qui sont un peu systématisés aux gens en disant, bah voilà, ces gens ils font ça, ils font ça, ils font ça. Ils ont réussi à se créer des habitudes parce qu'ils ont fait ça, etc. Ils ont, euh, ils ont réussi à faire des choses parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort. Donc, tu vois, ils ont un peu tout systématisé, tout modélisé. Ce qui est très anglo-saxon de faire ça en France, mais fait beaucoup moins, tu vois. Et, euh, et après, ils t'ont présenté des recettes. Et moi, c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, la plus intéressante. Et Carrément. moi, je me rappelle à l'époque, j'avais pris le pari que ça ne viendrait jamais en France. Je me suis dit, c'est trop Pourquoi? éloigné de. C'est trop. Je pense que c'était le pire pari de ma vie. Je me suis dit, c'est trop éloigné de nos conceptions. En fait. C'est beaucoup trop éloigné. Tout ce qui est système préconçu avec un bon packaging, etc. Je me suis dit, en France, ça ne prendra pas. Bon, manifestement, je me suis un peu trompé pour le coup. Mais au Ça met final, du temps. ça marche très bien. Ça Ouais. a mis un petit peu de temps, mais c'est vrai que les gens aiment beaucoup. Les gens aiment beaucoup. Et ce dont tu parles, je pense que c'est la PNL, non? La programmation neurolinguistique. C'est plus l'aspect, Et, effectivement, PNL. Absolument. et tu parles, ouais, John Grinder et Bandler. Du coup, j'ai cherché les Absolument. noms, là. Je me souvenais plus Absolument. des noms. C'est ça, Mais tout à fait. j'ai fait une formation sur la PNL. Je suis technicien, une formation de 8 jours. Oui, Et c'est passionnant, quoi. Enfin, et oui, c'est ce qui me plaît aussi d'ailleurs dans la PNL, comme tu dis. Moi, j'y vois un côté scientifique, quoi. C'est que c'est empirique. Tu as été chercher ce qui fonctionne, tu vois oui, comment les gens pensent, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est quoi les images qu'ils voient. Et derrière, tu modélises. c'est ça. Et, pour moi, enfin, ça, précisément, la PNL, c'est la télécommande du cerveau. Tu apprends à utiliser ton cerveau, tout simplement. Exactement. Truc Exactement. incroyable. Mais effectivement, tu as raison. Effectivement, c'est plus ce qu'on appelle NLP en anglais à l'époque, je me rappelle, C'est ça. ça me rappelle des souvenirs, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, les deux personnes que tu as citées, c'est exactement ça. Et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Après, il y a des gros présupposés philosophiques derrière que nous, on n'a pas, en fait, qui viennent pas de la culture un peu latine, et de la culture européenne. Les gens ne s'en rendent pas tellement compte, en fait. Quand on parle, par exemple, que la carte n'est pas le territoire, etc., ce genre de choses, c'est pas Ouais. des choses qui existent vraiment, on va dire, en termes un peu philosophiques dans la culture française, etc. C'est très anglo-saxon, ça. Mais même si c'est faux, en fait, les gens se reconnaissent dedans. Ça fait sens, en Mm. fait, c'est vrai. Ça fait sens de dire qu'au final, euh, tes ressentis, la façon dont le monde est, c'est pas forcément la façon dont toi tu le ressens. Donc tu peux peut-être pas changer la façon dont le monde fonctionne et est, mais tu peux changer la façon dont tu vas réagir par rapport à ce monde et comment tu vas le concevoir. Et c'est là où tu peux casser les croyances que tu as, etc. Ça, c'est intéressant. Même si c'est faux, manifestement, ça marche plutôt bien. Tu Ouais, tu dis que vois. c'est faux?
Non, parce que bon, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, prouvé au sens scientifique du terme, Oui, d'accord, parce que dans la PNL, on a beaucoup de pseudosciences, entre guillemets, au niveau, bien sûr. tu vois, neurosciences et tout. Mais disons que de façon assez pragmatique, ça fonctionne, ça a un effet. Ça a un Mhm. effet, c'est vrai, ça a un effet. Donc, faut le prendre en tant que tel. Faut le prendre en tant- Mais Mhm. c'est pas une formule magique, c'est pas une recette miracle. Mhm. Très intéressant, la PNL. Très intéressant. Toi, t'as Ouais. fait quelque chose dessus, pour le coup, une formation dessus, c'est ça? Ah, j'ai fait une formation, mais tu vois, c'est un exemple, hein, Ouais. mais c'est assez spectaculaire. Je déteste le pamplemousse, ça me fait vomir, Hmm. littéralement. La formatrice pour la théorie et ensuite a expliqué ce qui se passait et il m'a fait le protocole. Donc ça a duré 5 minutes, elle m'a juste parlé et touché le Ouais, genou, si tu veux. d'accord. Et derrière, maintenant, je peux manger du pamplemousse, tu vois. Et D'accord. le lendemain, il y a des élèves qui m'ont amené un pamplemousse pour tester. Vas-y, bah, mange un pamplemousse, voir ce que ça fait. Et j'ai pu le manger. C'était bah, le goût amer, l'amertume, mais sans plus, en fait. C'est Et, incroyable, ça. euh, C'est et incroyable. c'est fou, hein. Et c'est juste derrière, en fait, c'est qu'on vient, en gros, on va t'expliquer que le dégoût, en fait, c'est lié à des associations, des ancrages que tu as fait via des souvenirs et tu as une émotion particulière. Oui, oui. Et là, en fait, il y a que le protocole, si tu veux, on vient couper cette réaction, on vient couper Mhm. ça. Et derrière, eh ben, ça enlève ça, ça enlève le côté, bah, la réaction que tu peux avoir. Absolument, absolument. L'ancrage, ça revient souvent d'ailleurs. Le fait d'ancrer, C'est ça. etc. T'as raison. Tu me rappelles des souvenirs là. Tu me remets dedans. Mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu savais, tu sais, dans les séminaires de Tony Robbins, il est en particulier devenu connu parce que à la fin de ses séminaires, pour les gens qui prennent le séminaire long, la dernière épreuve, c'est de marcher sur des braises. Je ne sais pas si La tu marche sur connais le ça. feu. Ouais, Ouais, marche sur ouais, le feu. Ouais. Ah, c'est très connu ouais. chez lui. Donc, t'as des gens. Il y a une Donc, personne tu pour l'as fait? laquelle ça s'est mal passé. Non, je l'ai pas fait. Ok. Moi, je n'ai pas fait le séminaire en entier. Ah, d'accord. Les personnes, les amis que j'avais avaient la possibilité d'inviter une personne pendant une journée. Donc, je suis venu Ah, pendant une ok. journée, j'ai vu qu'il D'accord. y a une grosse énergie, etc. C'est quand même à faire, c'est assez impressionnant, c'est pas donné clairement. Mais je ne sais pas s'il en fait encore d'ailleurs. Je sais pas s'il a Oui, arrêté bah, depuis. j'ai deux amis là, qui ont été, c'était celui de Miami, là, en novembre. D'accord? Et ils ont fait du coup la marche sur le feu. Alors, c'était 3 jours, 3, 4 jours, je crois. D'accord? Et apparemment, dans le marketing, c'était un de ces derniers à Tony Robbins. Bon, j'y crois pas trop. Ouais, Euh, il peut Même toujours s'il est vieux, continuer, hein. quoi. Ouais, même enfin, il est vieux. Il a pas loin de la soixantaine, je pense, ce gars-là. Ah, il a commencé Euh, super jeune, surtout. Il a commencé ouais, très très bah, jeune. c'est un Ça doit des. faire 40 ans qu'il fait ça, quoi. C'est 35 ça. ans, tu vois, c'est très vieux, hein. C'est très vieux, hein. Ah, mais bon, il a pavé le chemin pour beaucoup, beaucoup de monde derrière. C'est Énormément. ça. C'est ça. Donc oui, oui, la PNL, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai essayé sur ma femme des trucs. Ça a marché. Ça a J'ai pu marché, aussi, hein? pareil, enlever des ancrages comme ça. Et je l'utilise moi, du coup, maintenant dans mes techniques de coaching et tout. Enfin, c'est hyper puissant. Enfin, Non, c'est vrai, c'est- c'est vrai. ouais, donc, c'est un C'est très vrai. bel outil. Donc, Il faut l'utiliser avec parcimonie non, mais et carrément. avec éthique, et avec éthique. Mais Ouais, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très, très bien, quoi. Enfin, il faut en comprendre les limites. Il faut en comprendre ce que ça peut nous apporter. Et je pense que ça doit faire partie d'une boîte d'outils, en fait. Une boîte à c'est ça. outils, justement, pour arriver à faire ce que l'on veut faire. Et du coup, dans ton parcours, alors, donc, tu as été en Australie faire ton stage. Et après, ça C'est ça. m'intéresse bah, les grandes lignes, bien sûr, parce qu'on va rentrer dans ta riche carrière. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu reviens en France et après? Donc, je reviens en France, en effet, pour faire ma dernière année d'école. Donc, la cinquième année, on a, si tu veux, de façon traditionnelle, 6 mois d'école et après 6 mois en stage de fin d'études. On appelle le PFE, je crois, de mémoire, où je le fais en région parisienne. Et après, je commence à travailler. Donc là, on arrive en 2010, je commence à travailler. Et donc, je travaille un peu moins de 3 ans avant de me lancer en freelance. Justement. Avant de me lancer en freelance, j'ai été freelance un peu plus de 4 ans. Et, et ce qui m'intéresse là, particulièrement, c'est qu'est-ce qui fait que tu te lances en freelance au bout de 3 4 ans, tu m'as dit? 4 ans, Non, je me suis lancé en freelance. Si tu veux, j'ai commencé à bosser en mars 2010 et ouais, j'ai commencé ma mission freelance en mars 2013. Donc, ça fait ça fait 3 ans, trois tu ans. vois. Ouais, t'as fait comme moi. Mm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à dire bah c'est bon, je quitte ce monde de salariat? En fait, il y avait deux choses. La première chose, clairement, c'était l'argent. C'était au niveau rémunération. Euh, il me fallait plus d'argent. Et puis la seconde chose, c'est que je voulais repartir à l'étranger. Donc, j'ai pas forcément eu l'opportunité de le faire parce qu'une fois que je suis revenu d'Australie, effectivement, je voulais absolument repartir. J'ai pas pu le faire tout de suite. J'ai commencé à bosser et tout. Et après, je me suis dit, j'aimerais bien repartir un petit peu à l'étranger. Et il se trouve que j'ai échangé entre-temps avec des freelances
Et d'ailleurs, pas des freelances français, des freelances à l'étranger, des freelances en Angleterre et des freelances qui étaient aussi aux États-Unis. Et les freelances en Angleterre, c'était des gens qui bossaient pour mon client à l'époque, donc qui était Airbus. Et donc, Donc, j'ai échangé avec eux. excuse-moi, juste pour comprendre. Donc là, tu es salarié encore, C'est ça. et dans le cadre de ta mission, tu échanges avec des gens qui sont en freelance à l'étranger, Absolument, Angleterre. absolument. D'accord. Ok. Parce que j'étais en société de prestation, justement entre 2010 et 2013, et donc on bossait pour Airbus UK à Bristol. Et donc moi, j'étais souvent à l'interface avec le client, là, côté technique. Et donc il se trouve qu'il y en avait quelques-uns qui étaient freelance, parce que j'aimais bien discuter avec D'accord. eux. Là, je me suis dit, mais attends, enfin, ce qu'ils font, bah, je suis quand même capable de le faire. C'est pas l'air sorcier non plus, tu vois. C'était des gens qui avaient la quarantaine. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup discuté avec eux, etc., pour voir comment ça se passait, tout ça. Et après, j'ai un peu déroulé une méthodologie, c'est ça que j'enseigne maintenant dans mes programmes, parce que je voulais pas me lancer n'importe comment. Si tu vois. Ça n'a ni queue ni tête de se lancer n'importe comment sur un coup de tête. Donc, j'ai bien fait mon étude des marchés, proprement. J'ai commencé à me créer un réseau. Ensuite, j'ai posé ma démission et c'est là où j'ai ressollicité mon réseau. J'ai passé des entretiens et j'ai fini par Et, décrocher ma première mission. et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment donc, où tu es jeune, tu es en début de carrière, tu as ce réflexe de bosser ton réseau? Enfin, comment tu sais que ça se passe par là? Ça vient de toi? C'est des gens qui te l'ont dit, des expérimentés? Comment c'est venu? Alors, là où j'ai commencé à découvrir vraiment la puissance du réseau, c'était justement euh, quand j'ai décroché mon année de césure. Parce qu'en fait, l'école où j'étais, euh, à Lyon, CPE Lyon, c'est une école qui est connue, sur le même campus que l'INSA Lyon, euh, c'est une école qui avait déjà développé des partenariats pour les gens qui partaient en année de césure. Donc, ils avaient des partenariats avec des entreprises, principalement aux États-Unis et en Europe, particulièrement en Allemagne et puis en Angleterre. Et bon, la problématique de ce genre de partenariat, c'est super parce que pour le coup, tu peux, dans la mesure du possible, enfin, choper quelque chose assez rapidement, mais tu te retrouves avec bah, des collègues français, quoi. Moi, je voulais me retrouver tout seul, quoi, parce que Ouais. j'avais bien compris qu'il faut se retrouver tout seul pour vraiment profiter un maximum. Euh, et donc, ça, je te l'avais raconté, en effet, un jour, je me baladais dans la bibliothèque et j'ai trouvé le livre des anciens de l'école. Et j'ai regardé tout ça, et c'est marrant, je suis tombé sur, enfin, je l'ai feuilleté rapidement et je suis tombé à la fin sur l'index des pays, quoi. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Il y a des index. Donc je me suis dit, je vais choisir un pays, puis je vais contacter des gens. Donc j'avais pris plusieurs pays, notamment l'Australie. Et il se trouve que j'ai contacté plusieurs anciens élèves. Et il y a en particulier l'Australien, l'ancien élève australien, qui doit être à la retraite maintenant, je pense, avec qui ça a bien accroché, etc. Je me rappelle à l'époque, j'avais pris contact avec lui pour la première fois en mars-avril 2007, pour le coup. Et puis en 2020, je me rappelle très bien, c'était le 20 août 2007, je partais pour l'Australie en avion, un peu l'aventure. Et c'est là où je me suis rendu compte, parce que je me suis dit, attends, j'ai réussi à décrocher un truc, personne n'arrivait à comprendre pourquoi j'avais. D'ailleurs, ça a posé des problèmes au niveau de mon école, parce qu'ils n'avaient jamais travaillé avec l'Australie, etc. Tu vois. Je me suis dit, mais attends, en gros, j'ai pris un livre, j'ai parlé à des gens, et il y a des personnes qui m'ont proposé de venir bosser pour eux, alors que je ne les connais même pas. Tu vois, alors c'était fou. Alors, il y avait un lien commun qui était l'école. Je me suis rendu compte qu'au final, tu vois, si tu sais un peu te débrouiller, euh, premièrement, tu peux avoir plein d'infos, et deuxièmement, tu peux te générer des opportunités. Donc là, je me suis dit, s'il y a ça, ça doit être le cas partout. Ça doit être le cas partout. Et même sur la Carrément. partie information, tu vois, parce que la partie information, on dit toujours qu'on trouve tout sur le net. On trouve beaucoup de choses sur le net. On va pas se mentir, il y a énormément de choses. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas. Euh, dans le milieu du freelancing, par exemple, tu trouveras beaucoup de choses au milieu du freelancing sur, je sais pas, créer ton entreprise, faire de la prospection d'une façon ou d'une autre et tout. Mais dès que tu veux avoir un truc qui est vraiment qualitatif, euh, un truc où tu as vraiment ça respire à l'expérience et tout, il faut passer par les gens. Il faut passer par les gens. Et les gens, ils n'ont pas le temps d'écrire des posts LinkedIn à longueur de journée ou des trucs pour déverser tout ce qu'ils connaissent, tu vois, de leur Et, cerveau. et même si c'est le cas, je sais pas, je pense que moi, si tu veux avoir du contenu qualitatif, moi, je dirais que c'est les livres, tu vois. C'est les livres où tu peux avoir le plus de qualitatif. Peut-être des formations. Non, mais des formations, ça n'a pas. Mais bon, enfin bref. Mais le truc, c'est que l'information, il y a énormément d'infos, en fait. Et toi, ton cas est très particulier, très précis. Donc, toi, tu aurais besoin enfin, c'est très précis, quoi. Et donc, pour aller chercher cette info liée à ton cas, liée à ta situation, liée à ta personnalité, donc oui, je te rejoins. Là, tu as du boulot à faire. Euh, Ah oui, c'est ça, effectivement. Tu vas trouver des trucs qui sont vachement génériques, mais qui sont pas forcément actionnables.
Donc tu vas te dire, ou alors tu vas faire les trucs, tu vas appliquer les conseils qu'on te donne, mais tu n'as pas de résultat. Bon, est-ce que c'est parce que tu as mal fait les choses? Est-ce que tu l'as bien fait, mais ça ne s'applique pas à ton cas? Est-ce que tu vois, euh, les, les- les gens qui sont capables d'avancer seulement en lisant des livres ou des articles et qui réussissent derrière, il y en a très peu. Ouais. Et très souvent, c'est parce qu'ils ont su adapter la stratégie. Tu vois, t'as pas une recette qui est toute faite, etc., qui marche nickel. Donc, quand j'ai voulu redevenir freelance, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les gens. Beaucoup de temps. Et j'ai appris justement à nouer des contacts rapidement avec des gens, à générer de la confiance rapidement, très rapidement. Et ça, ça m'avait beaucoup, le dev perso et la PNL, ça m'avait beaucoup appris. Parce que les fameux livres là, qu'on entend parler partout maintenant, là, Père riche, Père pauvre, comment se faire des amis, etc., c'est des bouquins qui existent depuis la nuit des temps, quoi. Donc, c'est des Ouais. bouquins que j'avais lus moi à l'époque, en 2007-2008, notamment Dale Carnegie, Comment se faire Ouais, c'est des ça. amis. Voilà. C'était un bouquin, moi, qui m'avait retourné le cerveau. Bon, c'est un peu compliqué à lire parce qu'il n'y a que des histoires. Dans ce genre de bouquin de dev perso américain, il n'y a que des histoires. Les Américains, le storytelling. Voilà, c'est storytelling à 200%. Donc, mais bon, il faut lire les trucs, mais c'est la meilleure façon de faire passer des leçons. Et donc voilà, générer de la confiance, me créer un réseau et au final utiliser ce réseau une fois que j'avais posé ma démission pour me générer des missions. Ouais. Et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a plutôt bien fonctionné. Et après, je suis parti à l'aventure du Ouais. haut de mes 27 ans à l'époque. 27 ans. Et donc là, en Angleterre, c'est ça. Angleterre. Et ta première expérience freelance est en Angleterre, Angleterre, c'est oui. ça? Ouais. Exactement. Ce qui est en plus. Ouais. Cherche la difficulté. Mais... Bah, en fait, au Ouais. niveau de l'anglais, j'étais quand même à l'aise. Enfin, quand tu le vois de l'extérieur, tu te dis, mais pourquoi ne le pas faire en France pourquoi chercher les difficultés, quoi. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, il n'y a pas tant de difficultés ça. C'est-à-dire, j'ai fait les choses quand même proprement. Euh, je suis allé bosser au final pour un client que je connaissais déjà, tu vois, dans une langue que je connaissais déjà, tu vois, dans un pays qui est pas si loin de. J'étais jamais en Angleterre, Effectivement. hein, mais qui est pas si loin de la France que ça. Donc au final, les risques étaient quand même mesurés. Mais après, il faut se lancer. Après, Ouais. il faut se lancer. Et on Et, m'avait conseillé de ne pas y aller à l'époque. Tu vois. Euh, les gens, en tout cas, les gens qui avaient mon âge, etc., il y en a plusieurs qui m'avaient conseillé de ne pas le faire parce que j'avais pas assez d'expérience, parce que si. Et, et comment tu réagis à ces conseils qui sont du coup propres à eux et c'est le tout le comment dire ça. Souvent, quand quelqu'un te donne un conseil, en fait, ça en dit plus sur lui que sur le conseil qui est toi en fait. ouais, mais j'avais pas cette maturité à l'époque. Alors Et en fait, si justement, tu veux, comment tu as réagi du coup? Pardon. alors c'est marrant parce que euh, je vais digresser très rapidement, très rapidement. Vas-y, vas-y. À l'époque, en 2008-2009, j'avais découvert ce qu'on appelle le MBTI. Tu sais, le fameux test T'as deux personnes, personnalités. Myers-Briggs, ouais, on entend parler partout. Tu sais, c'est le fameux test où tu as X profils et tous les profils sont décrits de façon assez favorable. C'est pour ça que les gens adorent ce test, parce que c'est vachement valorisant, tu vois, peu importe ton profil. Ça, c'est assez drôle. Mais il était effectivement assez précis. C'est le test où tu réponds à X questions. En plus, j'avais eu accès au test qu'on fait passer dans les entreprises, donc qui est vachement complet, quoi. Tu vois, donc ça prenait, je crois, 1 heure pour tout remplir. Et à la fin, j'avais l'impression vraiment que le test disait exactement ce que je ressentais, comment je réfléchissais et tout. Et ça avait été détecté, genre en plus, c'était quoi mon profil. Mais qu'en effet, à l'instant T, j'avais un relationnel qui n'était pas super développé et j'avais une empathie qui n'était pas développée et que ça allait se développer plus tard. Ce qui fait que j'étais assez hermétique à ce qu'on pouvait me dire. Donc les gens qui me disent c'est pas possible, je m'en fichais quoi. Tu vois. Ok. Pas que je me fiche de ce qu'ils ont à me dire, etc. et que je les jette quoi. Mais disons que ça n'avait pas d'effet sur moi. Tu vois. Maintenant c'est différent. Je suis devenu plus empathique avec l'âge, mais en contrepartie, je suis capable de prendre du recul par rapport à ce que les gens disent. Mhm. Parce que si une personne te dit ne fais pas, c'est trop compliqué, j'ai eu mon oncle, mon chien et tout qui s'est lancé, ça n'a pas marché et tout, bah, déjà, toi, est-ce que tu t'es lancé? Non. La pertinence, elle est un peu limitée, tu vois. Et puis ton oncle, Oui, ton c'est chien, trop comment il ça. s'est pris, tu vois. Il faut essayer de se rapprocher de personnes qui ont fait ce que tu as essayé de faire et qui ont réussi ou non d'ailleurs. C'est-à-dire, les gens qui ont réussi, il faut prendre l'expérience, et les gens qui ont pas réussi, il faut aller prendre chez les gens qui n'ont pas réussi, mais qui ont pris du recul par rapport à ça, qui ne sont pas aigris de l'expérience, mais qui ont pris du recul par rapport à ça. J'ai pas réussi parce que, à mon avis, ça, je l'ai mal fait, ça, je l'ai mal fait. Ce genre de personne, on n'en trouve pas beaucoup.
Parce qu'on se trouve toujours des excuses, hein, tu vois. Mais ça peut aider énormément. Ça peut aider énormément, tu vois. Donc au final, voilà, j'étais assez hermétique et je suis parti à l'aventure. Mais c'était pas sorcier au final. C'était pas sorcier. C'est Y a pas de... ouais, Ils m'ont pas mangé. c'est ça. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on se dit au final, après toutes nos réussites, enfin tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réussit, tu te rends compte, là, bah, en fait, c'était pas. Ah, exactement. c'était- Alors après, on a peut-être un biais avec ça. Bien sûr, j'allais enchaîner là-dessus. Mais oui, vas-y. Tu sais, on a peut-être un biais parce que, je sais pas, on en avait peut-être déjà discuté dans le passé, mais moi, il y a un bouquin que j'adore. J'avais fait un post LinkedIn qui s'appelle Système 1, Système 2, mais c'est un bouquin monstrueux, quoi, qui a été fait ouais, il m'a retourné le cerveau littéralement. C'est un bouquin qui a été fait par une personne qui a eu Daniel Kahneman, qui a eu, c'est, alors c'est un psychologue, je crois, de mémoire à la base, et Ok. il a eu le prix Nobel d'économie dans les années, je sais pas, 90, 2000, 2010, dans ces eaux-là. Et il a fait un bouquin lui, il a beaucoup étudié, si tu veux, par exemple, les comportements qu'avaient les gens dans les salles de bourse, etc. Tu vois, ce genre de choses, pour essayer de comprendre quelle était la part de l'humain, si tu veux, dans les cours boursiers, tu vois, dans l'évolution des cours boursiers. Il a fait un truc qui s'appelle Système 1, Système 2, un bouquin, qui explique un peu l'aspect système reptilien et puis un système plus réfléchi, quoi. Et tous Ouais, les biais qu'il y avait avec, c'est-à-dire quels sont les biais qui font que tu analyses une situation, mais en fait, il n'y a que ton cerveau reptilien qui comprend et ton analyse se met pas en place. C'est tous des biais qui sont utilisés dans le marketing. Tu vois. Le biais de simple exposition, le biais, il y en a plein. Quoi, tu vois. Et à la fin de ce livre, il parle de la façon dont on se remémore les choses. Il te dit que mm, systématiquement, la façon dont tu te remémores les choses, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a ton cerveau qui filtre un petit peu. Surtout si c'était une expérience négative, il filtre, il a tendance un peu à embellir parfois, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai eu la sensation que c'était pas si dur que ça. Peut-être que si tu parles au Karim de 2013, c'était peut-être un peu différent. c'est ça. Et c'est pour ça, ouais, et moi aussi, ça me donne envie de faire une petite digression, mais par rapport aux croyances, les croyances limitantes qu'on peut avoir, Ouais. et que, effectivement, même dans le présent déjà, on n'a jamais la vision globale d'une situation, on a toujours bah, déjà nos biais, on filtre en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on sait ou autre. Et en plus, plus le temps passe et qu'on va dans le passé, on va se remémorer, bah, il y a encore plus de filtrage qui s'est passé. Oui, Et donc, et c'est pour ça qu'on peut avoir des croyances comme ça, des fois solidement ancrées, alors qu'en fait, elles se reposent sur bah, des choses bah, erronées, en fait. Donc, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Faut faire attention à ça. ouais, Faire attention. Bah, écrire, ça peut être une bonne chose, hein. Les gens qui aiment bien écrire, un peu documenter son parcours et tout, ça peut être super intéressant. Et ça peut servir aux autres, hein. Tu sais, par exemple, là, au niveau de la production de contenu, ce qui marche bien, c'est les gens qui racontent leur expérience. Mais pas leur expérience une fois qu'ils l'ont vécu, mais tu sais, par exemple, le building public, là, ça fonctionne bien, ça, le fait de, le quoi? tu lances ce qu'on appelle le building public. Ah, je connais C'est pas. par exemple, tu lances une activité, un projet entrepreneurial, et tu le documentes sur LinkedIn ou sur tes réseaux, peu importe, au fur et à mesure. Donc, tu partages aux gens tes succès, tes difficultés au fur et à mesure, tu vois, pour leur expliquer un petit peu voilà, les démarches, voilà, les différentes étapes par lesquelles tu passes. Voilà, je vais essayer ça, tac, 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 et t'expliques, ils voient avec toi si ça a marché, si ça n'a pas marché, tu vois. Une espèce de démarche entrepreneuriale documentée en temps réel. Ok, C'est un truc qui marche bien, hein. bah, je découvre le concept et ça me parle particulièrement. C'est Ok. intéressant. Parce que, Il y avait un gars qui avait fait ça, je crois, il n'y a pas longtemps. Il avait fait je vais faire un build-in public. Je vais faire passer mon compte de zéro à je ne sais pas combien d'abonnés. Donc il est parti de zéro. Et à chaque fois, il postait pour se dire ce qu'il a fait, etc., pour faire monter son compte au nombre d'abonnés qu'il voulait. Tu vois. C'est intéressant. mais après, mais ça précisément, je trouve qu'il y a un peu, c'est un peu truqué parce que ce build-in public participe au fait qu'il ait plus d'abonnés. Bon, ça Oui, fait oui, partie du jeu, j'imagine. c'est clair. C'est clair. Ça, c'est Mais effectivement, c'est peut-être un build-in public biaisé, quoi. c'est Je ça. suis d'accord. Mais il y en a un autre, s'il y en a un autre que j'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn, qui est une personne qui est vachement active, là, c'est deux frères là, qui sont très très forts en business, justement. C'est les frères, je ne sais un peu comment ils s'appellent, Rivol ou quelque chose comme ça, je ne voudrais pas Je connais écorcher leur pas. nom, qui sont très très bons dans ce qu'ils font, c'est des entrepreneurs de longue date. Et je crois qu'il y a l'un d'entre eux qui fait un building public pour faire monter un business à je ne sais pas combien de kilos euros, tu vois. Il y en a un d'entre eux qui fait ça. Tu vois. Et donc il documente ça un peu au fur et à mesure. C'est intéressant.
c'est Et intéressant. ça me parle en fait, parce que justement, j'ai échangé avec un freelance la semaine dernière qui suivait mon contenu, Mm. et il me disait que ça l'intéresse du coup de connaître la suite de mon parcours, euh, parce que bah, on la connaît pas. C'est comme dans un film en fait. Bien sûr. Euh, et donc carrément en fait, à partir du moment où et moi je suis très curieux et bien sûr et inversement de connaître d'autres parcours, et notamment de lui et d'autres personnes. Parce que c'est vraiment comme dans un film en fait. Donc tu es dans l'action et tu sais pas ce qui se passe après. T'en sais rien. Ouais. Et c'est bien plus stimulant et intéressant pour notre esprit qu'un truc où tu sais que ça va bien se finir et c'est bon, le gars il va gagner. Donc Exactement, exactement. ouais. C'est intéressant. C'est Mm. intéressant. Et puis bon, il y a toujours un peu une partie de storytelling, etc. Mais c'est intéressant de voir comment ça se passe, tu vois. Parce que les gens aiment bien suivre ça, parce que c'est comme un peu une série, tu as raison, une série ou un film. C'est-à-dire qu'ils suivent par procuration. Ouais. Peut-être ça peut leur donner des idées pour se lancer, ce genre de choses, tu vois, c'est pas mal. Et ça rejoint ce qu'on disait au début sur le fait de bah, partager les échecs ou les doutes pour inspirer. Mm. Et en fait, en fait, on est en plein là-dedans, en fait, je me rends compte là. Parce que t'es pas là juste parce que pour impressionner et étaler les réussites, ça tu le fais après Mm. coup. C'est rare Oui, d'étaler des réussites à l'instant présent. C'est oui, c'est vrai, parce que, enfin, comment dire, la problématique des réussites, entre guillemets, c'est que euh, c'est des objectifs que tu t'es donnés, mais au fur et à mesure que tu te rapproches de ton objectif, il est devenu de plus en plus atteignable. Donc, il a moins de superbe que quelques ça. mois ou quelques années avant. Donc, C'est exactement ça. tu vois, on a tendance un peu tendance à oublier. Moi, je pense qu'il faudrait parler davantage des échecs. C'est très, très important dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat. Il faut parler de ça, pas pour dégoûter les gens, mais pour leur dire la réalité, c'est ça, quoi. C'est ça. Et c'est pas mal de parler de ces échecs, tu vois. C'est pas mal. Après, il y a des gens qui en ont fait un outil marketing, tu vois. C'est un peu toujours le problème. Il y a toujours des gens qui profitent des effets d'aubaine comme ça pour produire un peu un effet marketing, de branding, etc., d'honnêteté. Mais, euh, mais c'est bien de partager ses échecs, de dire voilà, je me suis planté là-dedans, euh, j'ai j'ai réussi à avoir 0 client ce mois-ci, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça, je l'ai fait moi, j'ai moins fait de prospection, j'ai moins fait de ci, j'ai moins fait de contenu, je me sentais moins bien, j'ai arrêté de travailler une semaine. Pourquoi j'ai arrêté moins bien? Parce qu'au final, pendant quelques jours, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mal mangé, j'ai mal dormi, peu importe. Expliquer aux gens vraiment, tu vois. Et je trouve que quand tu le fais de façon sincère, de façon pas téléguidée, les gens le comprennent et ils ne te jugent pas pour autant par rapport à ça. Tu vois. Mm. Mm. Au contraire, ils te donnent une image plus humaine. Tu vois, parce qu'une personne qui est trop lisse, voilà, quoi, autant les jeux dans des films. Tu vois, c'est pas très. C'est bien de montrer Mm. ses fêlures, de montrer ses faiblesses, les choses qu'on a voulu tester, euh, et les choses pour lesquelles on avait déployé beaucoup d'énergie, était très enthousiaste et au final ça s'est planté complètement. Ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, quoi. Et ça te renforce, en fait. Ça te renforce, Et tu vois. ça m'intéresse du coup de savoir, bah, toi, donc, par rapport à ton parcours de freelance, bah, du coup, peut-être les choses qui sont bien passées, les réussites que tu as eues, et ensuite, dans un second temps, justement, soit les échecs, ou soit plutôt les difficultés que tu as pu rencontrer euh, dans ton Bah, de parcours. toute façon, alors moi je parle rarement de mes réussites, entre guillemets, parce que réussite, voilà, c'est très relatif et ça dépend des gens. Et puis les gens n'apprennent pas grand-chose au final des réussites, parce que, tu vois, les réussites, ça cache tous les échecs que tu as eu avant. Tu vois. Donc, Oui. ça n'apprend pas grand-chose aux gens. Tu vois. Ça Les n'apprend pas réussites. grand-chose aux gens. Tu vois. C'est un peu la problématique. Bah, moi, la réussite, c'est vrai que quand je me rends compte, le fait que je sois devenu freelance dans un environnement à l'époque en Angleterre, dans ma spécialité, dans mon domaine, la plupart des gens avaient 10-15 ans d'expérience. C'est vrai que ouais, je considérais ça comme une réussite, mais bon, c'est pas Une fierté alors. Je sais pas si c'était une plus avec de fierté, fierté, une fierté, voilà, une fierté. qui est Pas très une réussite. personnelle. Pour moi, les Ouais, réussites, comme on dit, t'as raison. on paye c'est quoi, les musiciens à la fin du bac. Tu vois, pour Ouais. l'instant, on travaille, on essaie de faire ça et on essaie de partager un peu ses échecs aux gens. Et donc, moi, les échecs en freelancing, j'en ai eu beaucoup. J'ai essayé de Ouais. faire les choses bien, de façon méthodologique pour faire ma transition, mais quand j'ai posé ma démission et quand j'ai commencé à recontacter mon réseau, il y a eu des choses dont je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont pas répondu, alors qu'on avait eu Ouais. un très bon contact avant. Tu vois, j'en ai retenu beaucoup de choses. J'ai fait plusieurs entretiens recruteurs, et il y en a beaucoup qui sont mal passés, Ouais. parce que j'avais une posture qui n'était pas suffisamment solide. Tu vois, je donnais pas suffisamment confiance. Tu vois. Et ça, je m'y attendais pas. Je me suis dit, mais comment ça se fait quoi?
votre truc, techniquement, je sais le faire, donc c'est pas à m'embêter, tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et à un certain nombre, il y a des fois où j'ai été ghosté également, tu vois, alors que j'étais persuadé d'avoir fait un super entretien. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la posture du freelance. Euh, moi, les ingés que j'accompagne pour devenir freelance, je leur fais faire au début du programme des choses qui ne leur font pas plaisir. Parce que c'est ça qui va leur servir à avoir une posture solide derrière, si tu veux, pour donner des bases qui sont solides. Parce que s'ils veulent une mission, ils n'ont pas besoin de moi. Si tu veux. Une mission, balance des CV dans tous les sens, etc. Tu finiras par en trouver une un jour ou l'autre. Tu vois. Et tu seras un peu, tu seras un peu en paille, si tu veux. Et pour Ouais. avoir une posture qui est solide, il faut que tu connaisses ton marché de façon sur le bout des doigts. Et il faut que tu saches comment faire pour poser les bonnes questions et générer de la confiance auprès d'un recruteur. Et ça, c'est pas quelque chose que. Et ça, j'avais du mal à le faire. J'avais du mal à le faire. Peut-être que je paraissais comme trop arrogant, peut-être trop sûr de moi, tu vois. Peut-être que, alors qu'au final, il y avait un écart entre mes compétences techniques et ce que je disais, si tu veux. Donc ça m'a joué des tours. Ça m'a joué beaucoup de tours. Et quand je suis arrivé aussi en tant que freelance, sur ma première mission chez Airbus, j'étais persuadé que j'étais freelance, donc j'avais un devoir d'expertise, etc. Tu vois. Et donc je suis passé, et donc c'était sur le premier mois, fallait les premiers mois comme ça, un peu pour donneur de leçons, tu vois, le donneur de leçons, parce que je me suis dit, j'avais mal compris le statut, tu vois, j'avais mal compris. Et je me suis dit, il faut que je montre mes compétences, comme ça je reste plus longtemps, tu vois. Et ça, c'est une erreur énorme, c'est-à-dire que c'est ton client. Tu vois. Ton client, tu le conseilles, euh, tu prends des moufles, tu prends des moufles en velours, etc., pour lui expliquer un peu comment ça marche. Tu restes professionnel, mais tu n'es pas un donneur de leçons. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai appris à développer un peu la relation avec le client de façon un peu plus subtile que ce que je faisais avant. Et j'ai eu un rappel à l'ordre par rapport à ça, si tu veux, en disant, je te rappelle, tu n'es pas salarié chez nous. Tu vois. Tu travailles pour nous, tu es un sous-traitant. Tu vois, en plus, ils font ça à la méthode anglaise, c'est-à-dire que c'est très subtil. Tu vois. Ok. Les Anglais euh, se- comment dire, c'est pas un peuple latin. Et ils utilisent, ils ont un langage qui est très, on va dire, doux, une façon de s'exprimer qui est très doux. Ils font très attention aux mots qu'ils utilisent. Tu vois. Mais, et donc, quand ils commencent à utiliser des mots un peu normaux, entre guillemets, ça veut dire que c'est assez violent. Tu vois, ça veut dire que c'est assez violent. Tu vois. C'est marrant, la façon, ils sont très polis, les Anglais. Ils sont très polis. La politesse Gentleman. ne Ouais. voulant pas forcément dire qu'ils sont sincères. Tu vois, voilà. Mais ils font attention aux mots qu'ils utilisent. Et donc, j'ai eu ce rappel à l'ordre. Donc là, ça m'a mis une claque au niveau de la posture que doit avoir le freelance et sur le fait que j'étais là, bon, je travaillais, j'avais développé des compétences, je travaillais pour eux, je devais leur apporter un conseil, mais je devais rester à ma place. Ça, je l'ai appris. Rester à sa place, ça ne veut pas dire s'écraser. Ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on te demande, mais c'est vraiment se comporter comme une personne qui a, on va dire, sa propre entreprise, il est tout seul au final, et qui sait où il se place dans la relation commerciale avec son client. Voilà. Donc ça a été un échec assez important. Et au tout début, ça j'expliquais dans un des posts aussi, euh, j'ai des gens qui plus tard sont devenus des mentors, Ouais. mais qui au début m'ont un petit peu, je crois qu'on en avait parlé, il me semble Ouais, une je m'en fois, souviens, ouais. ils m'ont un Ouais. petit peu bisuté, tu vois, ils m'ont un petit peu bisuté, tu vois, ce qui est de bonne guerre. Il faut apprendre un petit peu en question de choses. Tu vois, ils m'ont fait miroiter des trucs de mission, des opportunités de mission alors qu'il n'y en avait pas, plein de choses comme ça, pas super sympa. Et moi, ça m'a renforcé, ça m'a appris aussi comment est-ce que tu t'y prends pour générer davantage de confiance auprès de freelances qui sont plus expérimentés et qui, dans l'absolu, n'ont rien à retirer de toi. Tu vois, c'est pour ça que je me suis spécialisé dans la création de réseaux au bout d'un moment parce que je sais maintenant comment faire pour générer de la confiance chez des gens que tu ne connaissais pas en amont et qui n'ont rien à attendre de toi. Ouais. Tu vois. Et avoir ce genre de freelance expérimenté dans son réseau, c'est primordial. Il faut l'avoir pour avoir ce qui se passe vraiment, le dur, tu vois, dans le freelancing de façon générale. Donc ça a été effectivement un échec, entre guillemets, aussi parce que ça s'est mal passé. J'ai mal géré aussi ma transition vers ma deuxième mission parce que je me suis rendu compte qu'en fait, chez Airbus, il y avait beaucoup d'opportunités de mission. Ok. Et j'avais pas su les détecter. Tu vois. Donc, quand j'ai dû changer de mission, en fait, j'aurais pu récupérer d'autres missions que mes mentors ont récupérées pour le coup, parce qu'ils ont su comment détecter le besoin. Si tu veux. Là, ça m'avait un peu embêté. Alors, pour le coup, je suis parti dans une mission qui était mieux payée derrière, donc ça, c'était super, qui était vachement intéressante, par le réseau pour le coup,
Et dans une ville qui était vachement sympa, qui était Cheltenham, qui était pas très loin de Bristol, que j'ai adoré, vraiment. Euh, mais j'ai vécu ça un peu comme un échec, le fait de me dire, en fait, je suis dans un lac, il y a plein de poissons, ils sont littéralement partout, et moi, je suis là à chercher le poisson, je ne trouve pas, et donc je vais chercher du poisson dans le lac d'à côté. Tu vois. Ça m'a embêté au final. Je me suis dit, mais comment ça que j'ai pas vu? Et j'ai discuté après avec eux et ils m'ont expliqué comment ils avaient fait, etc. Et j'ai réutilisé un petit peu ça derrière. Et effectivement, je voyais des opportunités partout après. J'en voyais, et il y en a partout. Il y en a littéralement partout. Mais c'est un œil qu'il faut développer. Et c'est des types de questions et une certaine posture qu'il faut avoir quand tu es chez le client pour voir où sont les opportunités. Et ça, c'est ce que j'essaie de développer aussi chez les gens Ouais. que j'accompagne. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est primordial à avoir. Tu peux rester très longtemps chez un client. Bon, à part si les juridiques commencent un peu à t'embêter, t'es resté longtemps, etc. C'est toujours contournable, mais il y a beaucoup d'opportunités dans tous les sens. Beaucoup, beaucoup. Il faut les générer. Il ne faut pas les prendre une fois que le besoin il est formalisé, que ça a été envoyé sous forme de c'est un RFP auprès des achats, etc. pour la consultation fournisseur. C'est un peu trop tard. Mais tu peux les prendre un peu dans l'offre, les positionner assez tôt. Et ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Et il faut développer un peu le truc. Et il ne faut pas, quand tu es en mission, si tu veux, avoir la tête baissée, faire que de la technique, et en fait te relever quand tu as besoin d'une mission. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des Ouais. choses. Cette posture-là que tu décris, que tu décris assez souvent je trouve, dans tes posts, enfin, souvent dans le Ouais. sens de tu l'as décrit sous différents angles, et ce que j'aime beaucoup aussi. Et bah, je me reconnais là-dedans, enfin, même si je tente d'évoluer. Et bien sûr, bah, et de beaucoup de freelance, je pense, parce que bah, les freelances dans l'IT, on a quand même pas mal de points communs. Et dont le côté un peu, alors peut-être introverti. D'ailleurs, j'ai vu dans un de tes posts qui était ressorti, et c'est un mot qui revient souvent. Mais un peu tête baissée, comme tu dis, ouais, plus derrière son PC. Et aussi avec le côté avoir un peu, comment dire ça, pas avoir d'un bon œil le métier de commercial ou le métier de vendeur et tout ça, en fait. Et Ouais. Ouais. donc, ouais. Ouais, parce que t'as pas de. Ça, c'est une croyance limitante, quoi. Et moi, je vais te dire, je l'ai encore, cette croyance limitante. Tu vois. Moi, comment dire, ça va être un peu surprenant ce que je vais faire, ce que je vais dire, mais moi, j'ai appris à jouer avec les vraies règles du jeu. Pas les règles du jeu idéalisées que j'avais dans ma tête, mais les vraies règles du jeu. Tu vois. C'est-à-dire que quand tu es salarié, quand tu es freelance, eh ben, la compétence technique, c'est pas le plus important. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui doivent être ajoutées, qui font que je ne vais pas me lancer dans des pourcentages, tu vois. Mais la partie technique, c'est pas ce qui est le plus important pour évoluer dans la hiérarchie dans une entreprise. C'est pas ce qui est important pour décrocher les meilleures missions. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vois. Ça c'est la façon un peu idéalisée qu'on a dans notre tête, parce qu'on a passé notre temps à nous mettre des notes 1 sur 20, 2 sur 20, 3 sur 20, 4 sur 20. Celui qui avait la meilleure note, il avait une petite étoile, tout ça, tu vois. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Donc j'ai mis du temps à comprendre les règles du jeu parce qu'il faut les comprendre, à essayer de les internaliser. Donc maintenant, je joue avec les vraies règles du jeu, entre guillemets. Mais au fond de moi, je sais que je les aurais jamais internalisées à 100%. Parce que toujours au fond de moi, je dirais, pour moi, la personne qui doit être le plus récompensée, c'est la personne qui est le plus douée techniquement. Tu vois, ce genre de choses. Tu vois. Donc il y a une différence entre Hum. euh, vraiment, il faut comprendre les règles du jeu. Tu n'es pas obligé de fondre complètement dans le truc, tu vois. C'est comme si tu évolues dans un milieu de requins un petit peu. Tu n'es pas obligé de devenir un requin, parce que tu es un requin, mais tu dois comprendre comment les requins nagent, quoi, tu vois, pour savoir un petit peu les contourner, ce genre de choses. C'est ça, je te rejoins totalement. J'ai toujours longtemps eu cette croyance, et même dans le sport, par exemple, rien que dans le foot, tu vois. Je me disais que un bon Mm. joueur, en gros, forcément, il ira dans un bon club, il aura une bonne carrière. C'était ma croyance de l'époque. Et tout comme dans le coaching aussi, je me suis dit, bah, si tu es bon dans ton boulot, en Mm. fait, et bah, tu y arriveras, en fait. Ouais. Et maintenant, je comprends que c'est pas vrai. Parce que il y a tout le marketing. Tu peux être aussi Mm. bon que tu veux, mais si personne te connaît, et Bien ben, sûr, personne bien n'ira te voir. sûr, bien sûr, bien Et donc, sûr. maintenant, j'ai compris, mais j'ai mis du temps. Non, mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce il y a énorme, les gens ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que il y a énormément de similitudes entre le salariat et l'entrepreneuriat, mais bien plus que ce qu'on pense. Les gens commencent à découvrir les mots de branding, etc., quand ils sont dans l'entrepreneuriat. Mais les meilleurs salariés, ils utilisent déjà ça de façon inconsciente, ils le font déjà. Tu vois. On connaît tous dans les entreprises une personne qui évolue
Tu te dis, mais comment ça se fait que lui ou elle ait évolué aussi? Et il est nul, quoi. Comment ça se fait? Peut-être se poser les bonnes questions, tu vois. On connaît tous dans les entreprises un expert technique qui est super bon techniquement, mais qui n'est pas récompensé à sa juste valeur, qui n'est pas payé à sa juste valeur. Comment ça se fait que lui, il n'est pas payé beaucoup plus? Il devrait être voilà, au top de la boîte, à faire bosser sur des gros projets et tout. Ouais, mais est-ce qu'il bosse aujourd'hui? Non, il bosse pas. Peut-être qu'il y a un truc qui lui manque. Il y a un truc qu'il ne veut pas faire. Et pendant ce temps, il y a des gens qui lui passent devant alors qu'ils sont moins bons techniquement. Donc en gros, lui, et souvent, tu vois des gens qui sont aigris en entreprise parce qu'ils n'ont toujours pas internalisé et compris suivant ces règles. Et ils crient un peu sur le système, ils se plaignent du système, mais au final, l'entreprise ne bénéficie pas de leurs compétences à eux au niveau qu'ils font. Tu vois. Donc c'est un peu égoïste au final. Tu vois. Ils se plaignent du système, etc. Mais au final, ils ne travaillent pas à leur plein potentiel, tu vois, au niveau qu'ils devraient avoir. Tu vois. Donc, et c'est pour ça que quand tu deviens freelance également, les gens se disent, tu sais, quand on devient freelance, euh, c'est souvent pour les deux raisons suivantes, soit pour gagner plus d'argent, soit pour avoir davantage de liberté dans les missions que tu fais, dans les tâches que tu fais. Tu vois. Avoir plus d'argent, en général, tu l'obtiens, quoique ça dépend de ton salaire de base, attention. Euh, et ensuite, la liberté, ce n'est pas parce que, ça, je le dis souvent, je dis régulièrement, mais c'est pas ton numéro de SIRET qui va te donner la liberté. C'est pas vrai du tout, tu vois. C'est pas vrai du tout. Et c'est tes compétences que tu vas développer, relationnelles, de négociation, de génération de confiance, la démarche commerciale et tout. C'est ça qui va t'apporter la vraie liberté. Et une fois que tu as acquis ces compétences, les gens qui reviennent dans le salariat derrière, ils évoluent beaucoup plus rapidement, bizarrement. Tu vois, c'est pas le freelance en tant que tel qui va t'apporter la liberté. Tu vois, le fait d'avoir créé une SASU qui va t'apporter la liberté, c'est pas vrai. Tu peux être freelance en étant, comme je dis, dans une cage dorée. Tu gagnes de l'argent, mais au final, tu prends les missions qu'on te donne, mais tu sais pas choisir les missions qui te plaisent. Ah, ouais, c'est tellement juste et je me retrouve vraiment dans ce que tu dis et c'est l'esprit qui dégage, enfin qui, je trouve, qui est souvent présent dans tes posts du coup. Ce côté, bah, enfin moi j'appelle ça aussi les soft skills, mais enfin tout ce qu'il y a autour en fait juste, bah, Ouais. comme tu dis, le numéro de SIRET, la structure, ton poste, ce que tu Mmh. fais, tout ça, tout le monde peut. En fait, on est tous égaux là-dessus. On a tous un numéro de SIRET, on est tous dev, on est tous ci, ça, C'est ça. ça. Ouais. Mais la différence, elle se joue, enfin les 80% se jouent ailleurs, quoi. Et Et, oui. Et d'ailleurs, on appelle ça soft skills. Tu vois. C'est dévalorisant. C'est dévalorisant. Comme si ça n'avait pas une part importante dans ta réussite. Tu vois. C'est un peu comme sciences dures, sciences molles. Tu vois. Il y a les durs et puis il y a les mous, quoi. Il y a ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale. Tu vois, tu vois, c'est dévalorisant. Et ben, hard skills, soft skills, c'est la même chose, quoi. Les hard skills, c'est le dur. Bon, faut pas non plus être une chèvre, hein. Il faut quand même avoir les bases, etc., être compétent dans ce qu'on fait. Mais les euh, soft skills, ça a une importance qui est primordiale, quoi. Et c'est euh, pas un truc à part, quoi. mm. J'entends ce que tu dis, ouais, le côté dévalorisant, mais moi, dans le sens que je le comprends, je le vois pas dévalorisant parce que je vois ça plus genre le software et hardware. Le hardware, ça Ouais, va être le matériel physique, et donc tout comme le numéro de SIRET est physique, on va dire, enfin en tout cas c'est objectif ou autre, alors que le soft skill, tout comme le software, c'est quelque chose de beaucoup plus bah, immatériel, quoi. nébuleux, Plus, ouais, ouais. immatériel, propre à chacun. Je l'avais jamais vu comme ça, je l'avais jamais vu comme ça, tu vois. C'est une bonne, tu vois, c'est la mentalité anglo-saxonne, pour le coup. Tu vois, pour le coup, dur et mou, ou alors, je sais pas comment on traduit soft skills en français. Tu vois, au final, je sais pas comment on le traduit. Mais ta définition est meilleure, pour le coup. Ta définition est meilleure, elle fait plus sens, tu vois. Tu me poses une colle. La définition en français de soft skill. Je sais Et, pas comment on dit au final, pas les compétences relationnelles, ou je sais pas, mais- ouais, compétences ouais, relationnelles. Ouais, les pas compétences que. techniques. Pas... Alors, ouais, relationnel, mais moi aussi, ce que j'entends dans le soft skill, et c'est là où moi je me place plus, c'est plus connaissance de soi et croyances limitantes ou Ouais, le mindset, en fait. Le mindset. exactement. Exactement. Bah, ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Il faut bien comprendre que dans la plupart des boîtes, en règle générale, euh, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ça se fait un peu moins avant, mais ça se fait toujours. Dans toutes les grandes boîtes, il y a des processus en place qui Ouais, sont des processus de ressources humaines qui sont là pour détecter les gens qui ont du potentiel. Tu vois. Comment les détecter et comment les faire évoluer plus vite que les autres. Ça marche dans toutes les grosses entreprises. Tu avais même à l'époque, chez les grosses boîtes, typiquement Airbus, des programmes, j'en veux plus de leur nom, qui prenaient des gens à l'embauche, qui leur faisaient passer 1 an, 2 ans, en leur faisant faire le tour de tous les départements de la boîte, si tu veux,
Et au bout de ces 1 an ou 2 ans, boum, ils avaient une fast track, une carrière super rapide, tu vois. Ils passaient sur du management assez rapidement, etc., etc., tu vois. Et ben dans les entreprises, tu as, même si c'est pas au niveau de l'embauche, tu as des processus pour détecter les gens qui ont du potentiel. Et parmi la détection de gens qui ont ce genre de potentiel, il y a l'aspect technique, oui, mais il y a la majorité, c'est des soft skills. La majorité, c'est la capacité à fédérer, la capacité à convaincre les gens, la capacité à si, tu vois. Et c'est pour ça que les gens qui évoluent ont ces soft skills, parce que c'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qu'on va chercher. Pas forcément chercher les gens qui sont les meilleurs techniquement. Il faut comprendre, mais il faut savoir fédérer, générer de la confiance, défendre ses positions, etc. C'est ça les gens qui évoluent dans les entreprises. Ouais, on commence beaucoup à parler d'intelligence émotionnelle. Et Mhm. alors, je crois que les études, c'est quoi sur des enfants? Ou je sais plus. Mais en gros, ton degré, ton niveau de succès est ouais, directement lié plutôt à ton intelligence émotionnelle et donc relationnelle. Parce que pour moi, les deux sont liés. Parce que tu peux pas avoir de bonnes relations si tu gères pas bien tes émotions et ceux des autres. Absolument. Et Absolument. plus que le côté, du coup, hard skill, on va dire, et plus tes Ouais. connaissances, quoi. Tes connaissances et ce que tu sais faire. Oui, Tu es absolument. plutôt que ce que tu sais. Donc oui, je te Absolument. rejoins. Bah, sur là-dedans, on avait parlé la dernière fois, je ne sais pas où il est. Ouais, il doit être dans la bibliothèque là-bas. On avait parlé du bouquin. Est-ce qu'on avait parlé du bouquin Quotient d'adversité? On avait parlé, je ne me rappelle plus. Ah non, pas du tout. Ça Tu me dit rien. vois? Quotient Ça, c'est un. d'adversité. Ouais, donc c'est un bouquin anglais, américain qui s'appelle Adversity Quotient. Tu Ok. vois? Bouquin des années 90, je crois. Fin des années 90. Et c'est un bouquin, si tu veux, qui présente ce qu'on appelle le AQ, l'Adversity Quotient, qui est considéré C'est comme une trop bien ce évolution du truc. quotient émotionnel. C'est Tu vois? trop bien ce truc. Je sais pas où il est d'ailleurs. On a dû me le manger, c'est pas possible. Il doit être Mais rien que la définition, elle est énorme. Un quotient d'adversité, tu as un score qui mesure la capacité d'une personne à faire face aux adversités de sa vie. ouais. C'est énorme. Très, très intéressant ce bouquin. Et tu peux l'avoir normalement si tu le prends sur Amazon. Tu peux l'avoir. Moi, je l'avais acheté d'occasion à l'époque. Je l'avais acheté même à plusieurs personnes. Tu peux l'avoir pour pas cher d'occasion. Tu vois. Et il est juste génial. Il est génial. Par exemple, alors, de mémoire, je crois qu'il y a quatre critères, etc. Et l'un des critères, c'est par exemple, on en parle souvent dans l'entrepreneuriat, tout ça, de considérer que tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu sais, tu as deux trucs en anglais. Tu as deux concepts qui sont les concepts de responsible et accountable. Tu vois. Ouais. Euh, Tu peux ne pas être responsable d'une action, dans le sens où c'est pas toi qui l'as causée, mais au final, c'est toi qui en fais les frais. Donc, c'est à toi de faire en sorte de corriger la situation. Tu vois. Donc, tu as le responsible, si c'était la cause ou non, et le accountable, c'est toi qui dois rendre des comptes au final. Mm. Tu vois. Et les gens qui ont un bon quotient d'adversité, c'est des gens qui se rendent compte que même si les choses ne sont pas directement liées à eux, comme ça a un effet sur eux, il va falloir qu'ils bossent dessus. Tu vois, qu'ils bossent sur le résultat pour essayer. Tu vois. Et tu as le quotient d'adversité, je te le conseille, hein, si tu l'as pas lu, c'est un super bouquin. Je pense que c'est un excellent bouquin. Système 1, système 2, et puis pour Noël, si tu n'as pas déjà fait tes cadeaux, tu peux te faire des autres cadeaux. Tu Voilà, les livres, j'ai déjà. Ouais, j'ai rajouté à ma pile de liste as de fait, livres. t'as fait de Mais livres. c'est clair. D'autant que pour préparer l'interview, j'ai lu pas mal de tes posts sur les dernières semaines Ouais, et j'ai vu qu'il y avait des livres aussi dont tu parlais et oui. que je me suis noté du coup. Alors, je les ai plus là où je les ai notés, mais sur la vente Sur la et négo, ouais. Ouais. ouais, la négo Ouais. et bon, enfin bref. Mais oui, je- J'avais parlé de la négo, ouais, la négociation raisonnée, la méthode de la négociation raisonnée. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Je sais pas si tu as pu te former un petit peu en négo ou sur certaines méthodes de négociation ou non, par le passé. alors. Je me suis formé là pour le coaching, du coup, pour le coaching. Et, Oui, euh, et c'est que récemment, là, que je comprends dans ma tête, que je commence à comprendre que ce que j'apprends là, c'est réplicable dans tous les domaines, dont l'informatique. d'accord, Et au début, je comprenais pas. d'accord. Et c'est là que je me rends compte que, en fait, ce sont des biais humains qui existent chez tout le monde Mhm. et qu'au final, c'est toujours la même chose en fait qui revient. Dans une négociation, même dans une discussion, tu as souvent la partie émotion, la partie ce que l'autre veut, enfin, tu as souvent le même concept. Donc, je commence tout juste à m'y former et encore plus récemment à l'appliquer maintenant dans le côté classique, entretien pour une mission D'accord. en informatique, quoi. Ah bah si tu l'utilises dans la négo raisonnée, là, les deux créateurs de
de cette méthodologie, c'est des professeurs de Harvard, ils ont sorti plusieurs bouquins, dont un bouquin qui est l'utilisation de leur méthode dans la vie de tous les jours, tu vois. Par exemple, comment utiliser la méthode de la négociation raisonnée avec tes enfants, parce qu'ils ne veulent pas aller dormir, qu'ils veulent regarder, je sais pas, Dora l'exploratrice, je sais pas si ça existe encore, mais tu vois, les dessins animés pour enfants, tu vois. Comment Ouais, tu fais, ouais, tu je vois. vois. Et ils utilisent, ils t'expliquent contraintes, intérêts, solutions créatives et tout. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Je ne me rappelle plus de leur nom, c'est terrible. Plus de leur nom, Trop bien. mais c'est une bonne méthode de négociation, ouais. Mm. Tu vois. Très analytique, etc. Vachement intéressant. Et j'ai appris aussi, par exemple, des techniques, tout ce qui est pitch, de faire un pitch. Ouais, Euh, et là aussi, j'ai appris, si tu veux, un livre que j'ai trouvé fabuleux, Pitch Anything, de ça me Olaf, dit quelque chose, ça. Ouais. non, Olaf quelque chose. Enfin, il est vraiment incroyable parce qu'il lui se base sur les neurosciences en fait pour établir sa méthode. Donc il utilise ben, un peu les biais qu'on peut avoir ou autres. Et Mhm. il va t'apprendre des choses si tu veux, enfin qui m'ont moi ouais, retourné le cerveau en fait. Je sais pas D'accord. un truc. L'exemple que j'ai en tête, si tu veux, c'est qu'il appelle ça. Alors lui, il appelle ça des frames. Il appelle ça le price frame. C'est Mhm. en fait que, en gros, quand tu es un recruté, donc tu es dans une position inférieure, en gros, et ou tout comme quand tu pitches à quelqu'un face à un investisseur, lui, il est au-dessus, et donc toi, tu es là, tu es à sa merci, en fait. Et il t'explique, en Oui, fait, que si tu arrives à inverser le rôle, que tu ne deviens oui, plus le chasseur, mais le chassé, et donc ça change absolument toute la dynamique. oui. Et ça, on l'a tout dans les conversations. Et je me rends compte, j'en ai parlé avec ma femme, enfin, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Dès que tu discutes avec quelqu'un, tu as toujours un qui a plus bah, le lead et toi qui es dessous, en fait. Bien Et tant sûr. que tu es en dessous, c'est pas toi qui te dicte les règles du jeu. Bien sûr. Et c'est pas toujours la personne qu'on pense, d'ailleurs. C'est ça, c'est C'est ça qui est ça, bah, drôle. bien sûr. Tu peux parler moins et avoir le lead sur, effectivement, la conversation. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est la même chose. Si on parle de freelance, c'est la même chose entre un recruteur et un freelance. Ouais. Parce que moi, je discute régulièrement avec des recruteurs. Et, et je leur dis, tu vois, en rigolant, je leur dis, mais vous savez très bien que c'est vous qui avez systématiquement le lead, et vous en profitez. Quand vous demandez à un freelance sur le premier coup de fil quel est son TGM, en lui expliquant en 2 secondes la mission, vous savez très bien que vous prenez le lead dessus, qu'il ne sait pas creuser le besoin et tout. Oui, c'est vrai, etc. Mais par contre, des fois, donc, tu rencontres des fois des recruteurs qui ont fait des entretiens avec des freelances qui avaient une démarche commerciale solide, tu vois. Ok. Et là, tu réétablis le rapport de force, voire tu le mets plus en direction du freelance, tu vois. Mais la majorité des dynamiques entre un recruteur, un commercial, peu importe, un apporteur de mission, ce que tu veux, et un freelance, c'est que le rapport de force est en faveur du recruteur, et en faveur de celui qui apporte la mission. C'est toujours pareil. Et il y a des moyens de renverser la tendance, tu vois. Et c'est ça c'est une des caractéristiques d'un freelance qui va être performant. C'est pas une personne qui va être là à écouter, à faire un dire, vous avez des questions à la fin? Oui, tu vois, c'est toujours des questions un peu bateau, tu vois. Ça sert à rien, tu vois. C'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça d'ailleurs que se passe une négociation commerciale d'ailleurs. C'est pas du tout Ouais. comme ça que ça se passe. Donc une relation entre un recruteur et, euh, et un freelance ou un salarié, peu importe, c'est une relation commerciale. Tu vois, on n'est pas à l'école, c'est une relation commerciale. Donc il faut comprendre les contraintes, les intérêts et tout, comprendre un petit peu quels sont les leviers de négociation que tu vas avoir. Mais les leviers de négo, tu ne les auras pas si tu n'as pas un minimum d'ascendant, et si tu ne sais pas poser les bonnes questions, et si tu ne sais pas creuser la douleur, et si tu vois. La majorité du temps, c'est le, le recruteur qui va présenter la mission, ensuite le freelance qui va présenter son parcours de façon un petit peu basique, et après, alors on part sur combien? 420, non 430, 425, 422, ok 423, allez, j'ai vendu ça avec le petit marteau. C'est les souks marocains, ça, tu vois, ou c'est les souks algériens ou tunisiens, peu importe. Ça, c'est du marchand de tapis, tu vois. La vraie démarche commerciale, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. Mais donc, tu parlais de posture, c'est ça, hein. Avec ce que tu veux bien dévoiler, mais c'est quoi du coup l'autre démarche que tu dis l'idéaliser? C'est-à-dire, Ben, parce que là, tu as donné la démarche classique, donc je me suis reconnu, et donc tous les freelances qui vont écouter ça vont se reconnaître tout de suite. ouais. Et donc, c'est quoi, toi, la démarche que tu trouves qui serait plus bah, dans une démarche professionnelle et non plus comme à l'école, comme tu l'as dit? La démarche professionnelle, c'est une démarche de sales. C'est une démarche de sales. Euh, Tu vas parler à n'importe quelle personne. Moi, il se trouve, par exemple, que j'ai été formé en vente par, je ne sais pas s'il écoutera pas ce podcast, Mikael Razou. Mikael Razou, c'est, si tu veux, c'est vraiment un expert de la vente. Il est dans le domaine depuis quasiment 20 ans. Et lui, il est dans le secteur de l'automobile. Donc, il a vendu des belles voitures, il a vendu
des camions qui sont super chers, etc., plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est un pro de la prospection et de la vente, si tu veux. Euh, et c'est par exemple le truc de base qu'on apprend. Déjà, quand tu présentes, tu vas présenter à un client tes services et tout, premièrement, quand tu fais ce qu'on appelle un R1, donc un entretien un petit peu de préqualification, tu passes ton temps à poser des questions et à écouter en fait. Tu ne parles pas du prix, tu ne parles pas de tes services, peu importe. Tu es là pour comprendre le contexte, pour essayer de lever des points de douleur et lever des leviers de négo en fait. Tu vois. Et en fait, tu présentes le prix à la toute fin, quand tu auras bien su comprendre le contexte, présenter ton parcours ou ta solution, ou peu importe, à la lumière de la problématique qu'a ton recruteur. Et à la fin, quand tu présentes le prix, il a un sens. Il a un sens à la lumière de... Parce que tu viens pour... Tu te positionnes un peu en tant que sauveur, c'est souvent qu'on dit, hein, Mhm. l'aspect commercial, en tant que sauveur, parce que la solution que tu vas lui proposer colle exactement à ses besoins et tu décris ses problèmes exactement avec les mots que la personne utilise. Tu vois. C'est une démarche commerciale qui est classique. Tu vois. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la plupart des entretiens. Dans la plupart des entretiens, ça se passe pas du tout comme ça. Tu vois. Et moi, je me rends compte quand je discute souvent avec des freelances ou avec des élèves de mes programmes, quand ils font un entretien, par exemple au début en tout cas, quand ils savent pas comment faire, je, à la fin, une fois qu'ils ont fait cet entretien, on fait un débrief et je dis, mais dis-moi le contexte de la mission. Qu'est-ce qui s'est passé? On en est au niveau planning. Est-ce qu'ils ont pris des freelances avant? Ça fait combien de temps qu'ils sont dessus? Comment est-ce que l'équipe est créée? Comment ça se passe au niveau compétences, au niveau sous-traitance? Le chef de projet, il en est où? Est-ce qu'il a changé il n'y a pas longtemps? L'entreprise, c'est quoi sa stratégie? Quel business elle essaie de développer? Tout ça, rien. Là, tu as zéro levé de négo, là. Tu as zéro levé de négociation. Tu vois, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça qu'il faut comprendre, parce que ça va te servir à la fois pour avoir des bons leviers de négo, tu vois, surtout sur du marché caché, en fait. Tu ne seras pas en concurrence. Et ça va te servir aussi quand tu seras chez les clients pour générer davantage d'opportunités. Tu vois. C'est important. Carrément. Ok. Et, c'est hyper passionnant. Et on peut parler un peu plus de ton programme si ça te va, Oui, bien même sûr, si on avec en a plaisir. déjà un peu parlé. Et recommencer. Bah, déjà par le commencement, qu'est-ce que le programme, à qui il s'adresse et parce que Alors, vas-y. initialement, si tu veux, j'avais lancé un seul programme, qui est un programme d'accompagnement pour les ingénieurs salariés qui veulent devenir freelance. Euh, Donc, c'est un programme qui durait initialement 3 mois. Maintenant, je propose plusieurs formules. Je vais apprendre aux gens, si tu veux, à découvrir leur marché. Je vais leur apprendre à formuler leurs propositions de valeur correctement, euh, en fonction des attentes du marché et de leurs compétences, bien sûr. Je vais leur apprendre à comment avoir une posture suffisamment forte face aux recruteurs pour pouvoir décrocher des missions et bien négocier. Et aussi comment se créer un réseau, en tout cas un début de réseau pendant ces 3 mois, quelle est la démarche à faire et la routine à mettre en place pour créer ce réseau, le maintenir et que ce réseau nous apporte de la valeur, des opportunités de mission, du marché caché, etc. Donc ça c'est un programme que j'ai formalisé au mois de juin, tu vois. Euh, je ne voulais pas aider les freelances. Je ne veux pas les aider parce que je sais comment ils sont. Quoi. Quand tu es freelance, Comment? voilà, es tout droit, tu vas un, je les connais. Je sais comment ils sont. Euh, et j'avais fait un post un jour, parce qu'on commençait à me poser la question, et j'ai fait un post un jour en disant, écoutez, Euh, moi, aujourd'hui, je n'aide pas les freelances parce que si, parce que ça. Tu vois, pour mettre les choses au clair. Tu vois. Et en fait, ça a eu l'effet. C'était pas vicieux de ma part, parce qu'on m'a dit, ben, d'accord, en fait, tu as fait ça exprès pour attirer du. Non, c'était même pas voulu initialement, parce que c'était ma conception de la chose. Parce que je sais comment sont les freelances. En général, ils enchaînent les missions, ils ont la tête dans le guidon, et ils ne se rendent pas forcément compte des problématiques qu'ils ont. Ils se rendent compte un peu tard, en fait. Euh, et au final, ben, j'ai dû créer un deuxième programme d'accompagnement pour les gens qui sont déjà freelance. Et souvent, quand on me sollicite, c'est plus sur les aspects comment se créer un réseau et comment est-ce qu'on décroche des opportunités de mission du marché caché. C'est surtout sur ça. Et ensuite, la démarche commerciale et la posture freelance. C'est surtout sur ça, en général, qu'on va me contacter. Donc maintenant, j'ai deux programmes. Un programme pour la transition salarié freelance et un programme pour les gens qui sont déjà freelance. Voilà. Ok. Donc, j'ai fait un post ce matin pour expliquer comment je travaille un petit peu avec les gens. Une démarche qui est, on va dire, très pragmatique. Euh, Bien sûr qu'en 3 mois, tu
tu vas pas devenir le meilleur des freelances au monde, mais tu obtiens toutes les armes qui sont importantes et qu'il va falloir que tu continues de développer dans le futur, justement, pour bien progresser. Mais tu pars avec un bagage qui est solide. Donc, il y a un feedback immédiat parce qu'on se voit toutes les semaines. Toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire, je leur dis, faites pas ces erreurs. Toutes les pertes d'énergie dans des choses qui sont inutiles, faites pas d'énergie là-dedans. Mais par contre, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et je leur apprends un peu à développer un peu le regard, tu vois, le fameux renard des surfaces, tu sais, dont on avait parlé. Bien Comment, quand sûr, tu es très chez bien. un client, voilà, voir les opportunités, comment tu vas les détecter, comment faire de l'extraction de données auprès des gens, parce que c'est ça au final. Le, le, le secret, il est souvent dans quel type d'information, comment tu peux générer suffisamment de confiance pour rester dans la tête des gens et obtenir des informations de leur part. C'est ça le truc. Alors qu'ils ne te connaissaient pas ça, Newton. Mhm. Ça d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas pour moi, et c'est pas ce que j'enseigne aux gens. Ouais, d'accord, on va pas commencer à. Mais c'est souvent ce que les meilleurs escrocs savent faire. On le sait. C'est des gens en général qui sont capables de générer des capital confiance super rapidement, tu vois. Et les gens leur font confiance super rapidement, tu vois. Et vraiment les gros escrocs, tu vois. Ils sont capables de faire ça. Il faut prendre la méthodologie en place. Faut injecter beaucoup, beaucoup d'éthique à l'intérieur pour des objectifs qui sont un peu éthiques. Euh, mais les mécanismes sont un petit peu les mêmes. Il faut apporter de la valeur aux gens aussi. Il ne faut pas être un parasite. Faut pas être un parasite. Tu viens pour demander des choses aux gens. Pour avoir de l'information, il faut leur apporter de la valeur aussi. Il faut leur apporter de la valeur. Même si tu es le meilleur des manipulateurs au monde, ce que je ne conseille pas de faire du tout, il faut leur apporter de la valeur parce que c'est comme ça qu'une relation est saine, c'est comme ça qu'elle dure dans le temps. Tu vois. Mhm. Je pense au livre du coup dont tu as parlé au début, Dale Carnegie, d'ailleurs que j'ai pas noté, tiens, Comment se faire des amis, Ouais, où il t'explique très bien, je trouve que à partir du moment où tu t'intéresses aux gens, donc apporter de la valeur et t'intéresser aux gens, c'est une des bases oui, de tout, c'est carrément. c'est la base, hein. On Et dit toujours, ce qui intéresse le plus les gens, c'est eux-mêmes. c'est exactement ça. Elle m'a marqué cette phrase et elle est C'est tellement vrai, vraie. hein. C'est C'est vrai. tellement vrai. Et c'est pas nombriliste ou égoïste, mais c'est ça, Non, quoi. mais Moi le premier, bien moi le sûr. premier, moi le premier, tu vois. Mais c'est comme ça, en fait. On aime bien. Parce que des fois, ça nous fait prendre du recul par rapport à nous-mêmes. Parce que des fois, on peut sortir des choses qu'on n'a pas, voilà, qu'on avait besoin de faire sortir, tu vois. Ça a des valeurs un peu thérapeutiques, ça, tu vois. Mais tout est comme ça. Bah, je sais pas, les gens qui vont écouter ce podcast ou là, cet épisode, ils vont pas le faire parce qu'ils m'apprécient moi particulièrement ou parce qu'ils t'apprécient toi. C'est juste parce qu'ils espèrent qu'en écoutant ça, ils vont leur apporter des choses pour eux, pour leur Bien vie. sûr, bien sûr, bien Et il sûr. faut pas se leurrer, quoi. Et Bien sûr. chacun fait comme ça pour. C'est les règles du jeu. C'est ça. Si tu joues aux échecs, joue pas au Monopoly, quoi. Joue pas avec les règles du Monopoly, sinon tu vas gagner et tu sauras pas pourquoi, et tu vas perdre, tu sauras pas pourquoi non plus, et tu vas rager. Tu vois. On joue aux bonnes règles du jeu. Ouais, il se trouve que les gens, ils sont intéressés par eux-mêmes en priorité, même si tu as des gens qui peuvent être effectivement très orientés vers autrui, etc., etc. Mais inconsciemment, je pense que c'est peut-être un instinct de survie, on est en priorité intéressé par nous-mêmes. Sinon, on se fait manger par un tigre dans le sable, etc. Moi, je crois que. Exactement. Et justement, dans le livre de Tony Robbins qui expliquait ça, il disait que Mère Teresa avait les mêmes intentions que Donald Trump. Il dit que pour lui, c'était la même chose. C'était que avant tout, c'était se faire plaisir à soi-même. Enfin, se faire plaisir, ou en tout cas, Ouais, se donner bonne conscience ou ouais, se soulager. Et c'est le c'est vrai. vrai pour tous les humains. Et C'est ça vrai. va se manifester d'une manière ou d'une autre, donc du coup, Ouais. mais à la base, l'intention est la même. Ouais. Bah, c'est vrai que le mieux, c'est si tu peux te faire plaisir à toi-même en faisant plaisir aux autres. Là, c'est le mieux, quoi. Ça, voilà, Sans nuire ouais. à autrui. Sans nuire à autrui. Faut pas nuire à autrui, quoi. Faut pas penser que à son plaisir. Et puis, non, si tu te fais plaisir à toi, il y a toujours des aspects d'ego, de fierté, etc., de bonne conscience et tout. Mais il faut que ça puisse servir aussi à autrui en parallèle. Sinon t'es un monstre, un peu. Et aussi, à qui s'adresse ton programme? Donc, aux freelance, ok, mais j'imagine que c'est justement par rapport aux soft skills ou autres, quel type de personnes vont être intéressées par ça? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Sur le premier programme pour les salariés qui veulent devenir freelance, je me suis rendu compte, et une fois de plus, le marché a toujours raison, que la majorité des élèves qui ont rejoint ce programme ont plus de 30 ans. Tu vois. Parce que, Super bien, comme ça dit. pour plein de raisons, parce que ce que je dégage peut-être, tu vois, j'attire peut-être moins les gens qui sont plus jeunes,
il y a d'ailleurs d'excellents formateurs, accompagnateurs qui en général font du dev, hein, font du dev et qui accompagnent des gens à devenir freelance, qui sont plus jeunes que moi et qui dégagent une autre image qui est plus attirante pour des personnes plus jeunes. Tu vois. Moi, je sais parce que je l'ai demandé et parce qu'on me l'a dit, je dégage davantage une image plus. Je discutais, je ne sais pas s'il écoutera aussi ce post là, Mister Chris Collie, là, le fameux, euh, le fameux là, qui a fait fureur sur LinkedIn. On discutait il n'y a pas Ouais, je longtemps. vois. Lui, il est dev iOS de mémoire. Il est plutôt du monde de la startup, etc. lui. Mhm. Et moi, il me dit, voilà, toi, tu as plus une image corporate, etc. Tu vois, qui est exactement l'image que je veux, que je veux truquer. Donc, pour le coup, j'attire plus des gens qui sont un peu plus vieux, entre guillemets. Et il y a des gens qui euh, sont plus sensibles à, je dirais pas à l'effort, mais ils sont moins sensibles aux vendeurs de rêve, tu vois. Mhm. Et ils sont un peu plus sensibles au travail, au fait que les choses vont pas venir du jour au lendemain, mais qu'il faut partir sur des bonnes bases, euh, qui sont très sensibles aux aspects réseau parce qu'ils l'ont vu eux-mêmes. Ils ont vu l'aspect réseau devant eux, ils ont vu qu'ils ont raté des opportunités ou des fois qu'ils ont décroché. C'est plus du genre de personnes. Et ensuite, oh, mais j'ai eu une personne. J'ai une personne dans le programme qui a moins de 30 ans, mais qui a une mentalité, un esprit d'analyse qui est très mature, je trouve, qui est vachement mature. Ouais, je Euh, pense. je dis pas que les gens qui ne rejoignent pas mon programme ne sont pas matures. Je dis pas ça du tout, attention. Mais c'est vrai que quand je discutais avec lui, j'étais impressionné quand même. Il était très mature, quoi. Ouais. Vachement intéressant. Et après, pour les personnes qui sont déjà freelance, Ouais. il y a de tout. Il y a de tout, mais c'est souvent des gens justement qui alors, j'ai de tout. J'ai des gens qui sont lancés en freelance depuis pas longtemps et j'ai des gens qui sont freelance depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai un peu de tout. Euh, mais c'est souvent des personnes euh, pour les personnes qui sont freelance depuis quelques années déjà, font un peu les mêmes types de missions et veulent un peu soit se repositionner, soit faire des missions plus excitantes, etc. Ils n'arrivent pas à les trouver sur le marché visible. Et donc, ils se sont rendus compte que le réseau était important et ils savent qu'il y a beaucoup de missions qui ne sont pas visibles. Voilà. Donc, il faut savoir comment est-ce que je fais pour accéder à ce marché, etc. Tu vois. Et donc, je l'aide sur l'aspect à la fois création de réseau et sur l'aspect génération d'opportunités du marché caché. Ok. Et, et est-ce que du coup, il y a des patterns aussi sur le fait que... Alors, je dis ce que j'ai en tête, puisque moi, par exemple, à qui je m'adresse plus particulièrement, moi, je m'adresse à des freelances, mais des freelances qui ne veulent plus être freelance, en gros, à terme. Oui, Euh, et qui veulent sortir du freelancing pour pouvoir faire autre chose, ou soit décorréler son temps, oui, enfin, d'une manière ou d'une autre. d'accord. Et toi, est-ce qu'il y a comme ça aussi des patterns, si tu veux? Soit c'est des gens peut-être qui veulent rester freelance, mais devenir plus experts, ou est-ce qu'ils veulent être mieux payés, ou c'est juste, comme tu l'as dit, plus pour le, comment on appelle ça, l'intérêt de la mission, ou peut-être aussi des gens qui veulent euh, ne plus être freelance. Du coup, je sais pas s'il y a des patterns. C'est rarement pour l'argent. C'est pour ça que je dis depuis le début, vous allez être content quand vous allez passer freelance parce que en général, vous allez avoir une augmentation de revenus qui est importante. Vous allez adorer, mais vous allez vous y faire assez rapidement. C'est ça. Et, et en fait, le, plus tu as une carrière de freelance qui est terne, qui n'est pas excitante, plus le critère argent devient difficile à défendre et à légitimer. Tu vois, ça arrive souvent, ça, parce que tu t'habitues. En fait, on s'habitue très facilement à une augmentation de revenus. Par contre, quand ça baisse, là, on ne veut pas s'habituer, quoi. On veut le faire remonter, tu vois. Mais l'augmentation de revenus, voilà, soit on augmente son niveau de vie, soit on investit, peu importe, mais on s'habitue assez rapidement à ça. Donc en général, si on a un type de pattern, c'est plus des gens qui veulent vraiment endosser le free de freelance. Tu vois, vraiment l'aspect liberté de freelance, choisir ce qu'ils veulent, etc. Donc, pas Ok. subir et pas subir leur carrière. Ouais. Ok. Et une question que je voulais te poser aussi, mais c'était plus par rapport à toi, comment t'es venu l'idée en fait de créer ce programme et du coup ces programmes, et même à l'origine, comment c'est arrivé ça? Bah, en fait, moi, j'ai toujours discuté avec des freelances, j'ai toujours apporté du support à des freelances parce que moi, quand je suis devenu à l'époque, il y a des gens qui se sont posés des questions et qui m'ont demandé un peu comment j'avais fait. Ouais. Tu vois. Moi, je n'aurais pas sorti une baguette magique, hein, je leur dis voilà comment je me suis débrouillé et tout. Et après, comme je discutais avec beaucoup de freelances autour de moi, etc., de gens qui voulaient se lancer, je discutais avec beaucoup de gens qui étaient en Angleterre et aussi en France. Donc en fait, j'aide en sous-main de façon pas formalisée des freelances depuis pas mal de temps, si tu veux. C'est pour ça que je comprends bien leurs problématiques et comment ils fonctionnent. C'est pour ça que je ne voulais pas les aider à la base. Les gens qui étaient déjà freelance. Mais les salariés, je sais comment ils réfléchissent, leurs problématiques, ce qu'ils traversent en général.
Et en fait, j'ai essayé de formaliser parce que moi, justement, j'avais fait d'investissement en immobilier et je me suis dit, voilà, j'aimerais bien, euh, je sais que il y a des compétences. Alors, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'avais je dirais pas des compétences, mais des facilités pour la pédagogie. Tu vois. Donc, j'arrivais à bien vulgariser les choses et à Mhm. bien transmettre un savoir. Chacun a des facilités, moi, c'est une facilité. Et à motiver les gens dans ce qu'ils ont à faire et puis les faire un peu évoluer, tu vois, dans ce qu'ils ont à faire. Et en fait, l'aspect freelance, c'est un truc que beaucoup de gens veulent faire de plus en plus en France, tu vois. Donc je me suis dit, je vais lancer quelque chose comme ça. Je vais lancer quelque chose comme ça. Mais je ne suis qu'au début de mon aventure, bien sûr. Ça va encore évoluer. Je pense que mes offres vont aussi évoluer. Je verrai si je garde mes deux offres en parallèle. Je verrai si je garde que celle pour les freelances, que celle pour la transition. J'avance au fur et à mesure. J'avance au fur et à mesure des gens. Et tu as des ambitions par rapport à ça? Tu sais où est-ce que tu voudrais être par rapport à ça d'ici quelques années? Ou c'est plutôt au jour le jour? Alors, enfin, pour être honnête, comme je te disais, en fait, je vais pas te dire que je me suis préparé un petit MS Project sur 5 ans avec des barres et puis des marges et puis des sites. C'est pas vrai. Ça serait te mentir. Par contre, effectivement, euh, j'aime bien, tu vois, cet aspect podcast, par exemple, où tu peux discuter avec les gens. Je trouve ça vachement intéressant de pouvoir échanger. J'aimerais bien pouvoir m'en faire davantage pour échanger avec des gens sur la thématique du freelance, etc. Et pour pouvoir euh, inspirer d'une façon ou d'une autre. Parce que pour moi, c'est ultra gratifiant quand une personne vient me voir en message privé et me dit Karim, j'étais poste depuis quelques temps et puis en fait, je suis devenu freelance et tout parce que j'avais lu tes trucs, ça m'a bien aidé, tu vois. Ah, c'est super gratifiant, quoi. C'est pas une personne qui a pris mon programme, mais c'est une personne que j'ai pu aider, tu vois. Et c'est une personne qui a souvent pas réagi sur mes posts, quoi que ce soit, mais j'ai pu l'aider, tu vois. Et pour moi, c'est quand même super gratifiant. Après, sur l'aspect plus pécunier, en effet, le but à terme, ça serait quand même de pouvoir générer des revenus passifs, tu vois. Donc, créer un produit digital, tu vois. Ok. Donc, une formation, ou peu importe, on verra le format. Mais pour ça, j'ai besoin de renforcer un petit peu les attentes du marché avant de proposer. Je ne vais pas proposer une formation qui n'a qu'une, tu vois, c'est-à-dire une formation qui va taper à côté des besoins du marché et tout. Donc, j'ai besoin d'emmagasiner un peu plus de choses avant de proposer ce genre de formation si je propose. Voilà. Donc, ça serait Parce plutôt que, ça. ouais, ok. Parce que là, donc le programme que tu proposes, comme tu le fais en direct et au contact des gens, ça te permet toi d'avoir du feedback, de ce que j'ai bien compris, du feedback et de mieux comprendre les besoins du marché, d'ajuster ce que tu proposes. Et Exactement. Parce qu'en fait, le marché évolue beaucoup, c'est marrant, hein. J'en discutais hier avec un freelance. Euh, les gens qui veulent se lancer en freelance à 23 ans, il y a 10 ans, ça n'existait pas vraiment, quoi. Tu vois. Là, il y en a de plus en plus. Bon, c'est souvent des gens de l'IT, des développeurs et tout, qui se lancent. Il y en a qui réussissent très bien, tu vois, c'est super. Mais c'était pas un truc que tu avais à l'époque, tu vois. Même il y a encore plus longtemps, la plupart des freelances, c'était des gens qui étaient quand même vachement expérimentés. Tu ne lançais pas en freelance n'importe comment, tu vois. Donc là, ça s'est un peu dérégulé, quoi. Un peu dérégulé. Et les attentes du marché ne sont pas forcément les mêmes, tu vois. Sont pas forcément les mêmes. Donc, moi, j'ai vu un petit peu les problématiques évoluer au fil du temps, quoi. Évoluer au fil du temps. Donc, voilà, j'ai besoin d'acquérir un peu plus de feedback, justement, à travers mes accompagnements en particulier, à travers les gens avec qui je discute, les réactions sous mes posts et tout, pour proposer un produit qui est bien calé proprement. ok. Ok. Et si on parle un peu de toi, du coup, on Mhm. arrive à la fin, malheureusement. Donc, ça fait déjà un certain temps qu'on parle, mais enfin, moi, je suis vraiment dans une Ah discussion, oui, tu en vois. effet, oulala. Ah oui. Je vais faire attention, désolé. Je Ouais. t'avais dit, Et on est... j'ai du mal à respecter le temps Ah non, mais moi, ça me va. que l'on m'impose, malheureusement. Mais moi, je suis dans une discussion. Je suis dans une Ouais, voilà. discussion et donc, moi, j'apprécie beaucoup. Je passe un très bon moment. Donc, moi, c'est C'est plus naturel comme ça. tu vois, c'est ça. Mais pour parler un peu de toi, donc, du coup, toi, tu as des différents projets. Tu as parlé un peu d'immobilier. Ça m'intéresse un peu de savoir tout est un peu tes side projects, enfin, tes projets et tes side projects aussi, tu vois. Euh, Bah, alors, euh, comment dire? Je me suis rendu compte, en fait, avec le temps, parce que qu'il faut pas faire 50 trucs en parallèle. Parce que moi, je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable. Donc, je veux me concentrer sur quelque chose, le faire bien, le faire de façon structurée, etc., pour voir jusqu'où je peux l'emmener. Pour voir jusqu'où je peux l'emmener, tu vois. Donc, l'immobilier, je vais continuer à en faire. Euh, le développement, justement, de mes programmes d'accompagnement, je vais essayer de faire, justement, grossir ça
grossir ça de plus en plus, mais j'essaie de m'imposer un rythme que je vais pouvoir tenir dans le temps, si tu veux. Parce que ça sert à rien de faire un truc plein pot pendant 6 mois et après tout arrêter parce on s'est grillé, quoi, tu vois. On a fait un burn-out. J'ai jamais fait de burn-out dans ma vie, je touche du bois. Bon, c'est pas du vrai bois, mais c'est pas grave. Euh, mais là, j'essaie de m'astreindre à un rythme que je vais pouvoir tenir dans le temps. Et d'ailleurs, tu l'as peut-être toi aussi remarqué, les entrepreneurs qui réussissent le plus, le mieux, euh, en général, tu n'as pas envie d'avoir l'ordre. Parce que premièrement, c'est pas ceux qui se baladent dans des jets privés et compagnie, hein, parce qu'on les connaît, là, les petits vendeurs de rêves. Mais en général, c'est des gens qui sont ultra disciplinés et qui ont un emploi du temps super cadré et qui font toujours les mêmes choses à la même heure. Tu vois, je ne suis pas encore à ce niveau. Mais c'est normal que ces gens, au final, arrivent à réussir parce que ils passent à l'action énormément, ils le font au même créneau, entre guillemets, de façon régulière. Donc, pour le coup, ça permet d'avoir du momentum justement dans les actions qu'ils font. Ils le font de façon régulière. Donc, au bout d'un moment, ils prennent en compte le feedback, ils continuent à progresser. Donc, ça finit par percer au bout d'un moment. Cette discipline de toujours faire les choses à la même heure, etc., je ne l'ai pas encore. Il faut que je continue à le faire. Et ensuite, d'adopter le rythme pour pouvoir tenir dans le temps. Et je Ok. pense qu'une fois qu'on arrive à faire ça, C'est déjà pas on est en mal, toi. bonne voie, quoi. Hein? Parce que ça fait quoi? Ça fait 6 mois que tu fais tu postes Ça fait 6 mois, là. quotidiennement. Ouais, Donc ça fait 6 mois. Ouais, c'est ouais. déjà pas mal comme, C'est déjà pas comme... mal, hein. C'est déjà pas mal parce qu'au final, je le fais plus rapidement maintenant. Euh, et puis moi aussi, comme je dis, hein, tu sais, tu as le fameux syndrome de la personne qui s'est fait toute seule. Tu sais. Je sais pas l'intérêt Ouais. un ego mal placé de faire ça. Tu vois, ça n'a pas de sens. Moi, en plus de mes trucs, je me fais former, etc. Par Mika, justement, sur les aspects vente, prospection et tout. Par notre ami Alexis. Je fais du name dropping, hein, désolé, mais bon, c'est comme c'est des Oui, gens qui m'ont vas-y, aidé, tu vois. vas-y, vas-y, avec J'en plaisir. parle. Alexis, alors je suis désolé, Alexis, si tu écoutes ce podcast, je ne veux pas écorcher ton nom, désolé. Kosevski, euh, sur LinkedIn, c'est le sosie de Norman, son petit pseudo, c'est marrant, qui m'a coaché sur la production de contenu, etc., pour que j'ai une ligne éditoriale qui soit plus claire, etc., tu vois. Donc, je continue à me former sur ces différents aspects pour progresser. Et je vais continuer à le faire l'année prochaine et tout. Donc, ça fait beaucoup de boulot, donc j'ai besoin de pouvoir tenir ça dans le temps. Tu vois. Donc, organisation, discipline et puis progression constante. Ouais, je tiens à souligner ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez toi et que je trouve est d'un bon indicateur des gens qui accompagnent, c'est la capacité de la personne à se former continuellement et à se faire former par d'autres personnes. Et donc, je suis sensible à ça. Bien sûr, moi aussi, je suis là-dedans. Je me fais énormément accompagner dans tous les domaines que je peux. Et j'aimerais, à terme, pouvoir me faire accompagner dans tous mes domaines de vie. Ça me ferait progresser bien plus vite. Ben oui, Mais j'apprécie ça, en fait, ouais, que tu te formes et que c'est important, je pense. c'est possible. Ouais. C'est important parce que tu sais, les gens qui ne se rendent pas compte, souvent, les gens qui refusent, par exemple, entre guillemets, de se faire accompagner, euh, je dis pas que c'est primordial, mais il y a très souvent des gens qui veulent faire les choses tout seuls, mais au final, qui abandonnent au bout de quelques mois parce qu'ils ont subi tellement d'échecs et de blocages et tout qu'ils arrêtent leur projet. C'est quand même dommage parce que, effectivement, tu ne te fais pas aider, mais tu vas faire toutes les erreurs classiques possibles et imaginables que des milliers de gens ont fait avant toi pour faire ton chemin. Tu vois. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir récupérer un minimum de feedback là-dedans. Tu peux prendre ce que tu veux sur Internet, il y a beaucoup de choses, mais ce que tu remarques en règle générale, en tout cas, moi, les freelances qui viennent me voir, c'est qu'ils font une boulimie d'informations et ils ne savent pas remettre les choses dans l'ordre. Tu vois. Donc, souvent, les gens deviennent des experts sur le papier, mais dans la réalité, en fait, tu m'as su. Dans l'immobilier, je te dis, j'ai fait Ouais, un c'est pause ce que dessus, j'allais c'est dire. marrant. C'est ce que Ouais, j'allais tu dire. vois, Alors, je exactement. m'y connais pas très bien, mais je sais que dans l'immobilier, ça revient souvent. Les mecs qui Ouais, savent tous les montages possibles et tous les trucs exactement, possibles. exactement. Tu as des spécialistes. En fait, eux, la step d'après, c'est pas d'investir dans l'immobilier, quoi, c'est de devenir fiscaliste ou je sais pas. Tu vois. En fait, il y a un problème de direction dans l'orientation, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et parce que c'est plus agréable et plus confortable de rester dans la théorie, tu vois. Voilà, tu te heurtes pas à la réalité. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Moi, je considère quand même que l'accompagnement, faut choisir la bonne personne avec qui il y a le bon fit, avec qui tu te sens bien, avec qui il y a un bon feeling, ça c'est super important. Mais c'est une personne qui peut te faire gagner énormément de temps, énormément de frustration, qui t'évite de faire des bêtises, qui t'évite de faire des erreurs que la plupart des gens ont fait, tu vois, qui te permet de mettre ton énergie là où il faut, dans le bon ordre, tu vois. C'est souvent ça le problème. Les gens dépensent de l'énergie, souvent, on le fait tous.
Si tu connais pas le bon séquencement, tu vas dépenser de l'énergie un peu n'importe où, quoi. Tu vois, on dit toujours quand tu veux lancer un business, par exemple, il y a des gens qui se mettent à faire des super sites web et tout. Oui, mais ton offre, on ne sait même pas si elle va se vendre déjà. C'est ça. Tu vois, personne ne te connaît. Je ne sais pas si. Ou alors les cartes de visite, c'est fameux. Tu vois. Oui. On s'en fiche, quoi. C'est pas le plus important, c'est pas ça pour l'instant. Tu vois. Il y a un truc à suivre et après, il faut développer. Tu vois. Donc cet aspect où mettre ton énergie, c'est important aussi. Tu vois. C'est important. Moi, l'exemple le plus parlant que je connaisse, c'est au final un coach sportif. Euh, Si tu veux faire par toi-même ta séance de sport, bah, tu vas aller chercher des vidéos à droite à gauche, tu vas faire, bah, tu vas peut-être te Ouais, blesser ou tu vas te décourager. Donc là, je parle pour moi parce que j'ai connu tout ça. Et ouais, maintenant, tu vois, j'ai un coach sportif. C'est un truc incroyable. Il vient chez moi, il regarde le matériel que j'ai. J'ai des élastiques, il fait en fonction de mon matériel, en fonction de mes objectifs, de ce que je veux mhm, faire, et en fonction bah, de là où j'en suis, de ma force et de mon machin. Et on adapte, et j'ai un programme sur mesure. Et bah, ben voilà. je peux pas laisser tomber vu qu'il est Ben, c'est ça. il est fité pour moi. Donc Ben, c'est c'est ça. exactement ça. Non, mais enfin, il faut définir ses objectifs, ce qu'on veut faire et le temps qu'on veut y passer et être un minimum sérieux. Et, une fois de plus, il faut ensuite trouver la personne avec qui, parce que c'est très important de choisir la personne avec qui ça va bien aller, avec qui ça va fitter. Parce que si tu choisis pas la bonne personne, même si elle est super compétente dans ce qu'elle fait, même si dans l'absolu elle est pédagogue, etc., etc., si elle a un mauvais fit, en fait, tu vas rien apprendre, quoi. Tu vas rien apprendre, tu vois. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais c'est du feeling, quoi. C'est du feeling, tu vois. Carrément. Et toi, comment tu fais alors pour gérer au niveau du temps, ton organisation, tous ces projets? Donc, tu as au moins 3 projets, donc tu as ta mission actuelle, tu as tes programmes d'accompagnement et dans l'immobilier. Mhm. Comment tu gères ton temps? Et tu dois avoir encore, j'imagine, d'autres choses derrière. Comment toi, tu gères ton temps et ton énergie? Bah, en fait, moi, il y a deux choses où j'étais très mauvais, la gestion de mon argent et la gestion de mon temps. Je suis le plus mauvais élève du monde. Je pense que s'il y avait une salle de classe, je serais même pas dans la classe, si tu veux. Je serais vraiment à l'extérieur, si tu veux. J'étais très, très mauvais dedans. Et parce que j'étais mauvais, et parce que c'était des choses qui étaient importantes, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour progresser dedans. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour devenir bon dedans. Donc, sur l'aspect gestion de mon temps, j'ai essayé un peu toutes les techniques possibles et imaginables de planification de tâches et tout, etc. Euh, j'ai vraiment tout essayé, toutes les applications et tout. Là, aujourd'hui, moi, la façon dont je fonctionne, sur la partie planification du temps, je travaille beaucoup avec Trello. En fait, j'ai le logiciel Trello, j'ai planifié toute ma vie sur cette base avec les plugins qui vont bien. Euh, et avec Trello, le logiciel, forcément, il n'est pas magique. Il sert à planifier, mais après, il y a des routines qui vont avec. Moi, je me fais des routines de matin, des routines de soir, des routines en début de semaine, en début de mois, etc. Pour voir un peu les choses quand elles arrivent. Et je planifie absolument tout dedans. Je n'utilise pas Notion en tant que tel, mais j'utilise Trello pour le coup pour faire tout ça. Et ensuite, pour mon niveau d'énergie, euh, c'est primordial, quoi. Enfin, tu sais bien sûr, c'est primordial de chez primordial. Euh, j'ai appris à la gérer avec le temps. J'ai appris à essayer de lisser les pics. C'est pas évident, attention, c'est pas évident. Donc j'essaie de bien manger, j'essaie de bien dormir, j'essaie de faire du sport, etc. régulièrement pour pouvoir tenir dans le temps. Parce que c'est un marathon. Vraiment, c'est un marathon. C'est-à-dire que euh, je pense que quand on se met dans la tête que cette vie ou la vie entrepreneuriale ou peu importe, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est que premièrement, le mode nominal, c'est qu'il y aura des embûches partout. Qu'en général, il y aura plus d'échecs, de leçons à apprendre, d'embuscades euh, que de réussite. Parce que la vie, c'est ça en fait. Hein, c'est le mode nominal, il faut le comprendre. Il faut jouer avec les bonnes règles du jeu. Et, et la deuxième chose, pour le coup, c'est que il faut essayer de gérer son énergie pour réussir à tenir dans la durée. Ça, c'est super important de comprendre. C'est super important de le comprendre. Premièrement, il y aura beaucoup de boss, et deuxièmement, c'est que ça va durer. Et donc, c'est un marathon. Il faut gérer son image. Donc, et alors après, l'âge, bon, j'ai pas 200 ans, mais l'âge aide à s'assagir un petit peu et à comprendre ça. Et à comprendre. J'étais pas du tout comme ça étant plus jeune. Pas du tout, du tout. Pas du tout. T'inquiète. J'étais plutôt, allez, il faut donner le max, max, max et tout. En fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que tu peux tout à fait progresser rapidement dans un domaine et ensuite arrêter parce que tu te désintéresses ou parce que tu as trop donné. Mais en général, les vrais résultats, ils arrivent après. Ils arrivent après quand tu arrives à tenir dans la durée. Tu as des gens qui étaient peut-être moins doués que toi au début. Et comme ils ont tenu dans la durée, ils ont été disciplinés, etc., ils ont bien géré leur énergie, ils arrivent à des résultats qui sont bien plus intéressants que le tien. Ça, c'est valable dans tous. Ouais. Ça, c'est valable dans tout. Je suis ouais, tellement d'accord avec ça.
Et du coup, ça m'intéresse. Et ton deuxième point, alors, est la gestion financière. On dit que tu étais aussi très mauvais là-dedans. Et comment tu as fait, Ouais. alors, du coup, pour ne plus être un très mauvais élève? Mais moi, je vais te dire, c'est terrible de dire ça. Je taperai sur les doigts de l'ancien Karim si je le retrouvais un jour en 2013 ou en 2012. Mais je suis devenu freelance parce que je ne voulais plus regarder mon compte en banque pour savoir où j'en étais. Tu vois. Je voulais plus être entre guillemets à découvert. C'était pas forcément le cas, mais tu vois, je voulais plus Ouais. stresser à l'idée de ça. Pour le coup, devenir freelance, c'était la pire solution. Ça n'a rien à voir. On dit toujours que euh, si tu veux bien gérer ton argent, apprends à gérer ton argent quand tu gagnes, je te dis n'importe quoi, 100 euros par mois. Prends les bonnes habitudes dès le début. Parce que si tu ne sais pas gérer 100 euros par mois, eh ben 100 000 euros par mois, ça va être bien pire, quoi. Parce que les effets seront démultipliés, quoi. Tu vois. Donc j'ai appris, je me suis, ce qu'on appelle l'éducation financière, etc. J'ai investi sur différents supports. Euh, je fais la fameuse technique de se payer avant de, enfin, se payer avant de, voilà, sur de l'épargne, etc. Et j'essaie de faire une répartition d'investissement importante par rapport à ce que j'ai un mode de vie qui n'est pas exubérant, tu vois. Ouais. Donc, ça. Donc, au final, après, ça fait des petits, ça augmente. Ouais. Et puis voilà, je suis plus sage. Donc, tu es un bon élève maintenant, au niveau du temps et de l'argent. Tu es un bon élève, ouais. Sans se sacrifier pour autant, tu vois. Sans se sacrifier pour autant, parce que c'est une fois que tu mets en place ce genre de choses que tu stresses moins au final. Parce que si tu ne sais pas gérer ton argent, tu vas stresser sur l'argent. Et mets les choses en place correctement et tu n'auras plus à stresser ou tu stresseras moins, tu vois. C'est pragmatique. Pareil pour la gestion du temps. Si tu as l'impression de toujours être en retard, de rater des rendez-vous, des échéances importantes et tout, bah, mets en place un système. Comme ça, tu vas moins stresser. Ça va te faire perdre un petit peu de temps, mais ce n'est rien en comparaison du stress que ça engendre du fait d'être désorganisé. Donc, Ouais, c'est maintenant, ça va mieux. c'est très, je me reconnais vraiment beaucoup dans ce que tu dis là. Enfin, c'est d'actualité pour moi en ce moment, de mettre en place un système, Hum. perdre un peu de temps et pour derrière gagner du temps. Et là, moi, en ce moment, j'applique à deux domaines financiers, du coup, aussi de mettre en place des choses, des virements automatisés, Oui. d'avoir un peu plus des systèmes d'enveloppe ou autre. Et deuxièmement, là, je m'attaque à tout ce qui est second cerveau, la gestion de la connaissance et Bon. de me créer vraiment un. En gros, dès que je lis un livre, ou dès que j'ai une discussion, ou dès que j'apprends quelque chose, tout de suite d'aller noter ça, ensuite de retravailler la note, de créer des notes, de faire des liens Oui, avec d'autres choses, enfin de. ça, euh, c'est important. Ça, c'est super important. Tu vois, pour moi, Trio, ça me sert aussi beaucoup à ça. Parce qu'en fait, les idées, tu les as jamais quand tu dois les avoir. Tu vois. Je sais pas, moi, c'est c'est exactement ça. j'écris aucun de mes posts devant mon PC. Tu vois. Ouais. J'écris tous mes trucs au téléphone et je t'assure que les idées, je les ai toujours au moment les plus improbables. En train de courir, sous la douche, quand je suis en train de parler à quelqu'un, Mm. au cinéma, c'est vraiment les trucs qui n'ont aucun rapport. Et là, tu as une idée, tu fais, ah, faut que je l'écrive. Tu vois. Donc là, tu la notes et après, tu peux l'oublier. Comme ça libère un peu ton cerveau. Tu vois. Mm. Donc, faut essayer, c'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée de faire ça. C'est une question que je pose dans ma conférence, justement, tu vois. Qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu es quand tu as tes meilleures idées? Ouais, Et en fait, c'est qu'il y a des études qui ont été menées et les gens répondent toujours la même chose, comme tu l'as dit ouais, là, sous d'accord. la douche, en conduisant, au réveil, Ouais, en faisant son sport, en parlant. C'est toujours la même chose. Et il y a des raisons derrière, du coup, enfin, physiologiques et ouais. hémisphère gauche, hémisphère droit. Enfin bref, on va pas aller dans tous ces détails-là, mais il y a des raisons, ouais. Et, Ouais, j'imagine que tu es peut-être plus relâché, etc. Tu es moins c'est focus et ça. puis tu crées de la marge, en fait. Tu crées peut-être Mm. un espace, etc., qui te permet de Mm. faire émerger ces idées. Et c'est pareil dans la gestion du temps, tu vois. Moi, tous les matins, ouais, je ne l'ai pas ici pour le coup, parce que j'ai un exemple. Non, j'ai pas d'exemple. Mais tous les matins, je me fais la liste de ce que je dois faire dans la journée. Et je le fais sur le papier. Tu vois. Ouais. Et en fait, le but, par rapport à ce que je dois faire dans la journée, je te dis n'importe quoi. Si on part sur une journée, je sais pas, de 9 heures, par exemple, je me mets en général l'équivalent de 5 heures, 6 heures de travail grand max. Grand Ok. max, tu vois. Et je me laisse toujours des marges dedans. C'est primordial de cesser des marges parce que euh, les choses C'est ne le se passent manager qui jamais parle. comme prévu. Bah, C'est c'est ça. le. Non, mais en fait, tu vois, il y a une raison, c'est-à-dire, si tu veux gérer ton temps, c'est bête à dire. Si tu veux gérer ton temps, va voir vers les spécialistes de la gestion du temps. Tu vas voir vers les chefs de projet, les planificateurs. C'est des spécialistes de la gestion du temps. Tu leur dis comment on fait ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, on prend ça, on fait un planning, Démarche. on met des C'est ça. marges, on identifie des risques, tu vois. Ensuite, bah, on met à jour le planning régulièrement. Après, on prend du retour d'expérience sur si le planning a décalé, bah, on prend le retour d'expérience, on ajuste le processus. C'est ça, tu vois. Donc, quand effectivement, sur la journée,
tu dois faire 10 tâches. Euh, le but, c'est que ça te prenne peut-être 60% du temps qui t'est disponible. Parce que, premièrement, il faut qu'à la fin de la journée, tu aies tout fait. Parce qu'il y a toujours un sentiment d'accomplissement quand tu as tout fait. Et aussi, il ne faut pas qu'à la fin, il te reste plusieurs choses à faire et tu es super stressé parce qu'il y a des choses qui sont venues urgentes, qui se sont venues entre-temps. Tu vois. Ça, c'est important de comprendre. C'est super important de comprendre. Et ça libère l'esprit, quoi. Ça libère l'esprit, tu vois, parce que tu as souvent ça, tu sais, les to-do list interminables, tu vois. List Ouais, interminables, tu carrément. vois. Et c'est démotivant. Du coup, C'est démotivant. Ah ouais, parce que d'ailleurs, tout n'est pas au même niveau de priorité, d'ailleurs. Tu vois. Prioriser aussi, ouais. tu vois. Pour moi, c'est la base de la gestion du temps. Enfin, et pour moi, la gestion du temps, au final, est résumée à un seul principe pour moi. C'est la distinction entre urgent et important. Absolument. Savoir différencier l'urgent de l'important. Et, Exactement. Tu sais, c'est quoi la fameuse méthode là? Ah, elle est connue. et- Urgent, important, ah, matrice Eisenhower, exactement raisonnable. Ce qui est délégué et ce qui peut être. c'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, ça, tu vois, dans la gestion des tâches, moi sur mon trio, je le fais régulièrement. Régulièrement, je me suis rajouté des tâches. J'essaie de voir justement ce qui est urgent, ce qui est important quand je fais ma planification et ce qui n'a aucun intérêt d'être là, je le supprime. Je le laisse même pas, tu vois. Je le supprime parce que c'est toujours un peu encombrant psychologiquement parlant de se retrouver face à 1 milliard de tickets, sachant qu'il y a une grosse partie qui sert à rien. Si ça sert à rien, ça sert à rien, il faut supprimer. Tu vois. Si ça doit revenir, ça revient. Ça revient. Euh, et pour la dernière partie, j'aurais quelques questions pour toi. C'est les questions de coach. Donc là, un peu plus du coup, code, on a des questions ouvertes, quoi. D'accord. Euh, si c'est bon pour toi. Une première, d'abord, si on va plus côté des peurs ou des échecs, Mm. serait quoi un des plus gros apprentissages que tu as fait du coup dans ton passé, qui te revient en tête? Je vais peut-être le répéter, c'est peut-être un peu métaphorique. C'est quand j'ai compris que dans plusieurs domaines, je ne jouais pas aux bonnes règles du jeu. Je sais, c'est métaphorique de dire ça, mais c'est la base. Quand on joue à un jeu, quand tu es salarié dans une entreprise, quand tu es freelance, quand tu es joueur de foot, quand je joue aux bonnes règles du jeu. Je joue pas aux règles de jeu que tu as idéalisées dans ta tête, tu vois, parce que effectivement, c'est plus sympa, ça devrait se passer comme ça. Non, c'est comme ça. Il faut comprendre les bonnes règles du jeu, tu vois. Et ça, dans le monde du salariat, je l'ai compris, j'allais dire assez tôt, au bout de 2 ans, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'impression d'apporter beaucoup de valeur, etc. Et j'avais la sensation aussi de ne pas être récompensé à ma juste valeur. Tu vois. Je dis, comment ça se fait? Il y a des gens qui étaient plus reconnus que moi, alors que je trouvais qu'ils étaient moins compétents. Tu vois. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et ça crée une dissonance cognitive qui est terrible, mais qui est terrible de chez terrible. Tu vois. C'est une dissonance entre les règles du jeu de la vie, je te mets en question, et puisque toi, tu penses que ça devrait être. Tu vois. Il y a des gens qui deviennent fous par cet écart. Des gens qui deviennent fous par cet écart. Il faut essayer de réduire ça un petit peu. Oui, je l'ai accepté. Enfin, c'est pas juste, quoi. La vie, elle n'est pas juste. Hein. C'est clair et net, elle n'est pas juste. Il y a des règles du jeu. On ne te demande pas de devenir un bandit ou un escroc ou quoi que ce soit, mais sache qu'elles existent. Elles sont comme ça, en freelance. Voilà, c'est pas parce que tu es bon techniquement que les opportunités vont venir vers toi, qu'on va se mettre à te supplier, qu'on va tous venir vers toi. Monsieur, on veut travailler avec vous. Non, c'est pas vrai. Si tu as, enfin, la majorité des gens se fichent de toi, quoi. Si tu n'es pas visible, si tu ne sais pas te mettre en valeur, et tu n'as aucune utilité, aucun attrait à propos de ces gens. Tu vois. Donc, effectivement, le truc, moi, qui m'a fait le plus mal, c'est de me rendre compte que je ne jouais pas aux bonnes règles de jeu dans plusieurs domaines. Et je me suis guéri, quoi. Je me suis guéri. C'est comme le vaccin contre le Covid. Tu vois. Et celui-là, il marche pour le coup. Et ça me fait penser à une citation bah, du coup, dans l'immobilier que j'ai appris, mais que dans la vie, et du coup, dans l'immobilier, vous n'obtenez pas ce que vous méritez, mais vous obtenez ce que vous négociez. Ah, Et, c'est ça. euh, C'est ça. Bah oui. et pour Eh ça, il faut oui, connaître oui, les oui. règles du jeu. Il faut connaître les règles. Non, mais c'est vrai. Parce que tu tombes de tellement haut quand tu te rends compte que, oh là là, mais pourquoi lui, il a eu ça? Comment ça se fait? C'est pas normal. C'est pas Qu'est-ce qui est pas juste, c'est normal? pas C'est juste, pas et juste. où c'est la chance. Ouais, ou c'est la chance, ou voilà, c'est toujours pareil, quoi, tu vois. Mm, C'est pas juste, c'est la chance. mm, Il y a toujours un truc, quoi. Il y a toujours un truc qui justifie. Il y a pas, c'est pas toi qui n'as pas compris comment ça fonctionnait. Tu c'est ça.
Et là, dans le quotient d'adversité, là, tu vois, ça, c'est une mauvaise note. T'as pas le accountable et le côté Absolument, responsable absolument, quand tu as ce genre de absolument. raisonnement. Ah ouais, là, c'est mauvais ça. Bah, ça m'a bien aidé, tu vois. Pour le coup, tu as raison, tu vois. Le constat m'a bien aidé à comprendre ça. M'a bien Mhm. aidé à comprendre ça. Yes. Et si on va de l'autre côté, de quoi tu es le plus fier dans ta vie aujourd'hui? Fier, le plus fier, le plus fier. Peut-être bête à dire, mais le plus fier, c'est peut-être de réussir ou d'être en voie de trouver un équilibre dans ma vie, tu vois. Parce que j'ai pas envie de sacrifier des choses plus que d'autres, tu vois. Je suis pas attiré par l'argent plus que ça. Je suis pas un fou de. Tu vois, je suis pas non plus un. Parce que pour devenir, je pense, un entrepreneur à succès, il faut être un acharné, il faut être je pense qu'il faut être un obsédé. Je pense que c'est bête à dire, mais il faut être, tu vois, les gens qui réussissent le mieux, je pense, c'est des fous, quoi. C'est des fous, c'est des obsédés, des acharnés, etc. Je suis pas à ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à, ou j'en suis en tout cas en bonne voie de trouver quelque chose qui est équilibré parmi les objectifs que je me suis fixés dans les différents domaines, tu vois. La famille, etc., l'aspect financier, la vie professionnelle, les choses à côté. Donc, je suis assez content pour l'instant d'être en passe de trouver un équilibre qui est tenable dans le temps et qui me satisfait beaucoup. Et pour lequel je pourrais être fier plus tard. Alors c'est très bateau comme truc. C'est peut-être pas super, peut-être pas super, comment dire, inspirant en tant que tel, Bah, mais, euh, mais c'est tenable et c'est réconfortant euh, et tu te sens accompli quand tu arrives à faire ça, je pense. Tu te sens accompli parce que tu vois, tu négliges pour pas moi, des choses. pour moi, c'est ce que tu disais, c'est signe de sagesse. Et je trouve que ça fait écho à ce que tu disais que les gens qui venaient te voir, les clients, c'était plus des gens qui Mm. avaient plus de 30 ans ou autres. Que, effectivement, peut-être de 18 ou 20 ans, son rêve, c'est pas d'être équilibré ou autre. Mais par Oui, contre, il faut être passé par les phases de déséquilibre, du coup, oui. pour derrière apprécier l'équilibre et de Oui, voir à oui, quel oui. point. Oui, Donc, je trouve. c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que je t'avais dit que quand tu allais m'inviter, j'allais apprendre des choses moi aussi. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'en effet, l'énergie que je dégage n'est pas attirante pour ces personnes. Peut-être qu'elles se disent, mais il est trop tranquille, quoi, il est trop calme. Et des personnes plus jeunes ont peut-être une énergie qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus excitante, qui est beaucoup plus stimulante, etc. Moi, je suis passé par là. Euh, c'est vachement excitant et tout, mais au final, dans le temps, etc., sur les différents pans de ta vie, si tu veux que ça dure dans le temps, il faut aussi d'équilibrer un peu les choses. Mhm, Euh, c'est pas évident. mhm. C'est pas évident, quoi. Tu vois, mais ça se fait, quoi. Ça se fait. Euh, Et j'ai deux dernières questions, ce sont mes Ouais. favorites. Euh, Qu'est-ce que tu ne veux pas être et que tu ne seras jamais? Un vendeur de rêve. Hmm, très bien. Même si ça me coupe des opportunités, je veux pas être. Yes, merci. Et d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux être et que tu pourrais devenir? Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, moi, je trouve de la- de l'accomplissement, de la fierté, de la gratitude euh, dans, euh, dans le fait d'avoir inspiré les gens, ne serait-ce qu'un petit peu, de fait d'avoir aidé les gens, ne serait-ce qu'un petit peu. Tu vois. Ça, je trouve énormément de. Tu sais, on parle toujours de la pyramide. J'ai oublié tous les noms aujourd'hui. La Maslow? pyramide de Maslow. Voilà, tu vois. Donc vraiment les aspects accomplissement. Moi, Mhm. j'aime beaucoup le fait que j'ai pu aider des gens, ça me fait plaisir. Et le fait d'avoir, je dirais pas laissé une trace, mais tu vois, c'est-à-dire laisser une trace dans le réel, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire que tu as agi sur le réel, tu as pu avoir une influence, aussi minime soit-elle, sur la vie des gens. Tu vois. Oui, il y avait un truc auquel je pensais l'autre jour. Imagine justement, bon, c'est peut-être un peu morbide ce que je vais dire. Tu es sur ton lit de mort et on te présente deux cartes. La première des cartes, c'est tous les choix que tu as eu à faire dans ta vie et toutes les conséquences qui auraient pu en découler. Tu vois. Et on te Ok. montre ce que tu as choisi toi. Ouais. Donc voilà, t'es passé, voilà ce que tu aurais pu tenir, voilà ce que tu aurais pu. Je trouve ça passionnant. Et l'autre chose, c'est voici l'impact que tu as eu sur tous les gens de façon directe ou indirecte. Tu vois.
Et ça, si tu rejoins d'un point de vue philosophique, on te dit toujours, dans toutes les philosophies, peu importe occidentale, orientale, peu importe, le plus important, c'est d'essayer de réduire la nuisance que l'on a sur le monde. C'est pour ça que c'est autant codifié, etc. Tu vois. Réduire le plus possible et au contraire, essayer de maximiser le bénéfice que tu peux apporter au monde. Tu vois. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est apporter le moins de nuisance possible. Tu vois. Et si je peux inspirer des gens, les aider, etc., de façon directe ou indirecte, j'aurais bien aimé voir cette map. Tu vois, c'est marrant. Le problème sur LinkedIn, c'est que tu ne veux pas savoir les gens qui lisent tes posts. Tu sais. Non, Tu effectivement, cliques voir que les gens qui. Tu vois. c'est ça. Et la majorité ne réagit pas et ne. Exactement. Et donc, c'est Exactement. impressionnant. Ouais, Des fois, c'est t'as l'impression que marrant. ouais, ça marche pas. Et ouais, j'ai vu ton post, tout ça. Enfin, énormément. Enfin, à mon échelle. Et donc, toi, tu vas encore Ouais. bien plus. Et c'est un truc de. Là, je me rends compte, ah ouais, effectivement. Donc, en fait, bah, la carte n'est pas le territoire. Non, non, mais ouais, là, exactement, tu vois, c'est exactement ça. Et même, il y a des gens, des fois, tu les as aidés, ils vont pas forcément venir te voir, mais c'est le fait que tu as pu simplement en écrivant, tu vois, avec ton clavier, bon, moi, avec mon téléphone, beaucoup des choses, et que tu as pu avoir un impact concret sur la vie des gens, je trouve ça, c'est fou, tu vois. Mm. C'est fou, tu vois. Donc, voilà, c'est ce que Yes. j'aimerais et que je pourrais devenir, les aspects Ouais. inspirants. Ok. Ok, bah, merci. Ouais, et une autre question, mais là, c'est plus pour moi, pour permettre de rebondir, c'est que qui, Mhm. toi, tu connais en tant que freelance ou ancien freelance, qui t'inspire le plus par son parcours et son développement personnel? C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. J'en connais pas mal pour le coup. C'est plus sur l'aspect développement personnel, c'est ça? Bah, le croisement entre les deux qui m'intéresse. Parcours, accomplissement et épanouissement, tu vois. C'est le croisement entre les deux. Comme toi, tu as un très bon équilibre à mes yeux. Tu parles de freelance, c'est ça? Hein. Que ce soit un Ouais, freelance. freelance ou anciens freelance qui l'étaient et qui aujourd'hui ne le sont Euh, plus et qui ont vogué vers c'est leur une rêve. bonne question. Je suis en train de réfléchir justement à des personnes qui pourraient être vachement équilibrées et assagies sur ça. Faut que je trouve quelqu'un. Faut que je trouve quelqu'un. Faut que je choisisse Ça parce que là, marche. j'en ai beaucoup, tu vois. Je trouve une Faut que tu personne choisisses. Vas-y. comme ça après tu pourras peut-être l'inviter si elle est d'accord. Mais il faut que je trouve une Ça, personne qui a un minimum intéressante sur ces aspects. Tu vois. ça marche. Ok, bah, merci. Yes. Et les gens, du coup, s'ils veulent te contacter et pouvoir en savoir plus sur ton programme, sur ce que tu fais, comment ils peuvent faire? Sur LinkedIn, j'ai pas de site web, j'ai pas de carte de visite, j'ai rien du tout. J'ai un compte LinkedIn, Karim Bellamri. Donc, il suffit de se connecter dessus et puis de me contacter par message privé. Je réponds avec plaisir. Même si j'ai toujours des problèmes de messagerie LinkedIn sur mon téléphone. Je sais pas si toi, ça t'arrive aussi. Mais pourtant, c'est vraiment catastrophique, quoi. T'écris un message, il est reçu une demi-heure plus tard. Ouais. C'est Ouais, terrible. ouais, Pas des problèmes je- aussi, hein. ouais, C'est les terrible. gens qui veulent me compte. Mais sur LinkedIn, en effet. Sur LinkedIn et Ok. puis par message privé. Ok, ben on arrive à la fin. Oh, c'était une très belle interview, presque 2 heures. En tout cas, Oui, merci, ah oui, en effet. Ouah. merci beaucoup d'avoir accordé ce temps. Du coup, enfin, moi, j'ai vraiment, c'était une discussion. Moi, j'étais là sur ma chaise, là, j'ai passé un Non, incroyable c'était moment. Donc, stimulant, effectivement, c'était stimulant. C'était intéressant. Tu vois, on n'a même pas vu le temps passer, pour le coup, tu vois. ah non. C'est vachement intéressant. Donc, bah, merci beaucoup pour tous tes apports. Franchement, c'est vraiment quelque chose, une discussion très enrichissante. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un super moment et les gens qui écouteront tout ça, forcément, en retireront de la valeur. Euh, Donc voilà, mais vraiment, merci beaucoup. Et je te laisse bah, le mot de la Très fin. bien. Si tu as quelque chose à dire, quelque chose que tu veux partager, qu'on dont on n'aurait pas encore pu dire, je sais pas, quelque chose que tu veux transmettre ou je te laisse finir. Non, mais en fait, enfin, pour moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est si vous avez en effet, que vous soyez freelance ou non d'ailleurs, et que vous avez un projet qui vous tient à cœur, bah, dites-vous bien, mettez-vous bien dans la tête que il y aura plein d'embûches, il y aura plein de problèmes, et que ça va durer longtemps, et que ça va être un projet à long terme. Donc, mettez-vous-le dans la tête, éloignez-vous des vendeurs de rêves, vraiment. Vous allez faire beaucoup d'erreurs, vous allez devoir apprendre de ces erreurs, et vous allez devoir être discipliné pour réussir en général sur ce type de projet. Je parle plutôt de projets type entrepreneurial, mais pas que. Ouais. Donc, la plupart des choses, c'est un marathon, ça met du temps. Les gens qui réussissent vraiment, en général, ce sont des gens qui ont réussi à tenir dans le temps euh, et qui ont appris leurs erreurs au fur et à mesure. Il n'y a pas de recette miracle. C'est comme perdre du poids. Il n'y a pas de recette miracle. Mm. En prendre, il y en a.
en période. Là, il y a Voilà, une recette miracle. Il y a une recette miracle pour prendre du poids. c'est miracle, le kebab et tout, il n'y a pas trop. Yes. Ok, bah merci beaucoup, Karim. Très bien.